Le 10-12 de ce mardi 25 mars 2025 s'ouvre sur les antennes d'Info Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à cette deuxième livraison de la semaine. Eh bien, ce matin, nous allons nous intéresser au secteur de l'entrepreneuriat pour essayer de faire un constat selon lequel beaucoup d'investissements, beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets n'aboutissent pas malgré la volonté, malgré les financements, n'est-ce pas, pour ces entrepreneurs-là. Parce que pour la plupart, ils sont jeunes. Le regard de certains experts et certains observateurs également pensent que la faute serait, n'est-ce pas, à ces investisseurs-là qui ne prennent pas la peine, mesdames et messieurs, n'est-ce pas, de choisir le meilleur secteur, le secteur rentable. Eh bien, ce matin, il sera donc question pour nous de poser la question à vous, très chers téléspectateurs, et surtout à nos experts et journalistes économistes sur le plateau. Quelles sont les clés, mais alors les bonnes clés pour un bon investissement rentable? Et pour le faire, nous avons donc prévu un panel très intéressant, mesdames et messieurs. Surtout, vous aurez des personnes habilitées à répondre à vos questions. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, après cette belle introduction, nous allons donc découvrir qui fera partir de notre panel ce matin. À ma droite, j'ai le plaisir, n'est-ce pas, d'accueillir sur le plateau notre tout premier invité, Monsieur Joseph Zambour, expert en entrepreneuriat. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour et merci de m'accepter sur votre plateau. C'est un plaisir de vous avoir. On est sûr avec vous qu'on pourra faire le tour justement de l'entrepreneuriat et surtout permettre à nos téléspectateurs de véritablement comprendre à quel niveau ils ont échoué, n'est-ce pas, lors du choix du domaine dans lequel ils ont tenu à se lancer. C'est un plaisir. Déjà, on le fait depuis presque une année aujourd'hui. Donc, on va continuer de faire ce qu'on fait habituellement. Super. Et juste à votre droite, nous avons un autre invité. Lui, c'est Ibrahim Maxime, également expert en entrepreneuriat. Bonjour. Bonjour, Madame Andrea. Bonjour à tous les copanélistes de ce matin. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Ça va? Assez bien, merci. Le réveil, arrivé ici, ça n'a pas été facile. C'est vrai que ça n'a pas été évident ce matin, mais Dieu merci, je suis là. Voilà. Et donc, ce n'est pas terminé. Le panel, il n'est pas complet. Nous avons donc également à ma gauche celui-là qu'on ne présente plus. Vous le connaissez tous, vous l'avez adopté, vous l'avez accepté. Il nous vient justement de Bomiébel. C'est quelqu'un qui est très attaché à sa culture, à ses traditions. Blériot Nyemeka, consultant permanent d'Info Télévision. Bien le bonjour et surtout bienvenue. Totete nambiyae, yene bilae, nangandoe. Totete namakome, yene bilae, na apendae. Totete nambiyae, yene bilae, nangandoe. Totete namakome, yene bilae, na apendae. Nadube Yesu Christos, pomba muna lobae. Nadube Yesu Christos, pomba muna lobae. Nadube Yesu Christos, pomba muna lobae. Nadube Yesu Christos. Merci. Merci, merci. Alors, mais quelle entrée, Blériot Nyemeka. Petit pays dit, même parmi les frères, oui, il y a des moments de conflit, de guerre, de chamaillerie. Même parmi les amis, il y a ces moments-là. Il faut savoir rester frère, il faut savoir rester ami. C'est mon premier message de ce matin. Bonjour Viviane Andrea, je suis heureux d'être sur votre plateau. J'adresse cette joie à tous les autres médias. D'accord. Alors, Blériot Nyemeka, comme vous le savez, ce matin, on va parler d'entrepreneuriat. C'est un domaine très important parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui estiment qu'il faudrait se lancer dans quelque chose, ne pas toujours attendre à être recruté dans la fonction publique, mais font face à beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs, parfois inexpliqués. Donc, ce matin, on va tenter ensemble d'expliquer ces échecs-là et de trouver justement le problème qui se cache derrière la thématique. Mais nous avons, n'est-ce pas, la sagesse du jour peut-être. Oui, mais je vais dire un mot. Vous savez, moi, je suis souvent charrié sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas être sur Facebook si tu n'as pas le cardio. Ouais. Il y a un monsieur qui dit, quand on parle d'entrepreneuriat, on dit que Nyemeka fait quoi là? Est-ce qu'il est un entrepreneur, un chercheur d'emploi, il fait quoi là? Et un autre répond, sa femme fait les fumées et lui vend le gombo. Ah bon. Bah, c'est aussi entreprendre. C'est charrié. Non, moi je suis un entrepreneur, vous voyez, et d'un certain niveau. Donc j'ai échoué plusieurs fois. J'ai fini par commencer de réussir certaines affaires.
ce qui me donne une expérience pratique. Les jeunes, évidemment, comme vous l'avez dit, ont ce problème-là de la précipitation lorsque la fonction publique, qu'il ne faut même pas honorer beaucoup, hein, parce qu'avant, chez nous, quand on voulait charrier quelqu'un, on lui disait que tu n'as pas eu le concours de la fonction publique. Mais aujourd'hui, les fonctionnaires sont, entre guillemets, lorsqu'ils sont sérieux, ils sont pauvres. Il faut aller vers l'entrepreneuriat si on veut être riche. Donc, je suis heureux d'être là et je vais donc donner cette sagesse du jour qui est très accolée à cette idée d'entrepreneuriat. Celui qui allume son propre feu n'a pas peur de l'obscurité des autres. Celui qui allume son propre feu n'a pas peur de l'obscurité des autres. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que celui qui cultive sa propre lumière intérieure, celui qui cultive ses compétences, sa vision, sa force, ne dépend pas des autres pour briller. Si vous faites un effort de devenir par vous-même quelque chose, vous n'êtes plus accroché à ce que les autres puissent vous faire tomber ou vous relever. Et vous voyez, l'entrepreneur est celui qui allume son propre feu. Tandis que le travailleur, l'employé ou le fonctionnaire est celui qui brille sous le feu allumé par d'autres. Vous voyez? On ne menace pas un entrepreneur de licenciement. C'est vrai, parce qu'il a la tête de sa propre structure. On ne le menace pas de licenciement. On ne lui coupe pas le salaire. Vous voyez? Voilà, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'avantages à allumer son propre feu. D'accord. Merci beaucoup pour la sagesse du jour. Hein. Même si on sait que parfois on a toujours besoin des autres. Hein. Un entrepreneur, par exemple, aura besoin de recruter ici. Oui, mais là, c'est vous qui faites briller les autres. Vous voyez, c'est important d'aller vers l'idée de patronat. Celui qui est sous les autres, il va toujours craindre qu'à un moment donné, vous savez, tous les employés craignent que leur patron ne tombe gravement malade, qu'il ne meure ou qu'il ne ferme. Oui, sinon on sera... Seuls les entrepreneurs... Moi, je ne crains pas que quelqu'un tombe malade. Moi, je ne crains pas. Je ne souhaite pas, par exemple, le boss et moi, nous sommes amis, je ne lui souhaite pas la maladie. Mais s'il ferme, je ne meurs pas. Ouais, c'est vrai. Parce que je suis entrepreneur. D'accord. Mais je ne lui souhaite pas de fermer. Voilà. Nous ne le souhaitons pas. Bon, il ne fermera pas. De toutes les façons, Blériot Niemek, ce matin, on va donc essayer voilà, d'identifier comment choisir le bon secteur rentable. Parlons d'entrepreneuriat et on sait que le chef de l'État, Paul Biya, y met un accent particulier parce que justement, on peut voir tous les efforts qu'il consent dans ce sens-là, les moyens et les fonds qu'il met donc à disposition pour des jeunes voilà, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. De toutes les façons, on aura le temps d'en parler, très chers téléspectateurs. Prenons une transition et juste après, on se retrouve pour la revue de la presse. Vous nous regardez via notre page officielle Info TV Cameroun ou encore à travers votre petit écran sur la 6 ou la 317 de votre bouquet Canal 7. Merci de nous choisir entre 10h et 12h de lundi à vendredi dans le cadre de votre émission préférée Espace Miné. Alors sans plus tarder, on va aller en kiosque pour découvrir la quintessence voilà, de l'information. Qu'est-ce qu'il faut savoir ce matin? Nous recevons à cet effet notre jeune Claudia Ntia, bonjour et bienvenue. Bonjour Viviane Andrea, jour de match. On peut voir le lion. Oui, le lion il est là, le lion a rugi, ça sera très grave tout à l'heure. Tu as fait un pronostic? Je sais pas, Viviane, je sais qu'avec les histoires de match là, je veux pas trop mettre mes organes. C'est vrai que je suis enthousiaste, mais je veux pas mettre les organes. Tu seras quand même au stade? Je sais pas, peut-être. Parce que pour aller au stade, il faut avoir le cardio. Exactement, je ne veux pas aller m'écouler là-bas. Il y a les phases très souvent, on est content, on est triste, et puis on ne sait pas véritablement comment ça va se terminer. Donc. Mais dans tous les cas, ça sera une victoire écrasante des Lions. Écrasante, je souligne le mot écrasante. D'accord, en tout cas on souhaite bonne chance aux Lions indomptables pour ce soir lorsqu'il sera 20h précise. Et donc, vous nous conduisez en kiosque, Claudia, nous ouvrons.
Viviane Angreya, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mardi présidentiel 2025, Paul Biya déjà plébiscité dans l'Union et Foumou. C'est l'information qui barre les tribunes du trait hebdomadaire La Météo de la page 2 à 3. Dieudonné Mveng décrit l'incroyable fête organisée dans ce bastion politique à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire du RDPC. Eh bien, les festivités se poursuivent dans le département de la Mofouya Famba avec le quotidien Info Matin. Le tabloïd nous fait savoir qu'un fonds départemental de développement pour l'émergence de la jeunesse sera créé avant le 20 mai. L'assurance a été donnée hier, 24 mars, par Luc Magloire Mbagatangana, le patron politique du dit département. La même information fait également la une du journal Capital Info. Les détails sont à découvrir en page 3. Dans l'extrême nord à présent, le quotidien Le Messager nous donne les échos de la célébration des 40 ans du RDPC. Eh bien, les militants et sympathisants du parti choisissent ce Biya et c'est jusqu'à la gare. Apprend-on, le camp est donc en marche. Et ce n'est pas fini. Cameroun Tribune parle de l'an 40 du RDPC comme un air d'avant-match. Revivez la revue des groupes de la page 4 à 11 ce matin. Au-delà des festivités, la nouvelle expression se range du côté du vent ce matin. S'intéressant aux 40 ans du RDPC, le tabloïd nous dit que le parti est dans le vent. Que faut-il entendre par cette révélation? Je vous laisse découvrir les explications en page 4. Une élection pourrait en cacher une autre, mais loin de la présidentielle, le jour s'intéresse plutôt aux élections à la BAD, Banque africaine de développement. Aman Mana nous informe que le docteur Samuel Munzele Membo sollicite le soutien du Cameroun. Parlons santé avec le quotidien Mutation. Georges Alain Boyomo présente la tuberculose avec une prévalence qui explose. Côté statistique, notez que plus de 27 000 patients ont été déclarés en 2024, soit 2000 de plus que l'année précédente, dont 2023. Pour clôturer cette revue de presse, Thierry Ekouti nous présente des perspectives. Lisez en page 4 les défis qui attendent l'agence de notation financière de l'Union africaine. C'est tout pour la revue de presse de ce matin. Viviane Angreya. Merci à toi, Claudia Ncha, pour cette belle lecture des unes à proposer donc à la presse écrite en ce mardi. On espère qu'à la maison, vous êtes satisfaits et que vous pouvez désormais vaquer à vos activités pour ceux-là qui étaient en attente de l'information. Alors, Claudia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ce matin? La bonne humeur, tout simplement, la positive attitude. Voilà, tout ce qu'il y a de beau. Exactement. La bonne humeur, la joie, et voilà. Surtout mais je pense que ceux qui ont beaucoup plus besoin de cette bonne humeur, de cette positivité, ce sont nos lions. Ils iront au front tout à l'heure. Et surtout les fans, non. Surtout les fans des lions. Surtout les fans, parce que les fans, très souvent, ils s'emportent un tout petit peu. On les voit là, rigoler. Après, on les voit encore quelques temps plus tard, insulter. Du coup, c'est pas souvent évident. Mais on sait quand même que le Cameroun, lors des 7 dernières rencontres contre la Libye, a eu à gagner justement 4 fois avec un match nul et une défaite seulement. Donc, je crois qu'on est bien parti. Oui, on est bien parti. On a quand même une équipe assez performante. Bon, malgré quelques polémiques, on sait que bon, les Lions indomptables ils ont le courage, ils ont la niaque nécessaire. Et nous sommes derrière les Lions indomptables ce matin. Rendez-vous, c'est 20h. On se dit à 20h au stade. À 20h au stade. Et puis, moi, je te souhaite de passer une excellente journée et surtout bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on va raccompagner notre très chère Claudia Ncha en publicité et on se dit à tout à l'heure. Retour sur le plateau de Espace Miné, très chers téléspectateurs. Passons tout de suite et maintenant à la dénonciation de ce jour. Et pour le faire, nous repassons la parole à Blériot Niemek. Oui, Viviane, depuis hier, je suis un peu troublé. Peut-être que c'est toi qui me trouble. Quand je pense à souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, j'oublie. J'ai une grande sœur à moi, Madame Bala Né Ekometo Priska Ursule.
Elle est la femme d'une majesté du côté des bancs. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. C'eût été un crime de lèse-majesté que je ne lui souhaite pas joyeux anniversaire. Priska, elle est ma grande sœur et mon amie d'enfance. Priska. Oui. On va souhaiter un joyeux et et heureux anniversaire. Et comme Meto. Et comme Meto. Oui. C'est le nom de monsieur, c'est madame. Non, ça c'est son nom. Madame épouse Bala. Épouse Bala. Oui, Donc, voilà, joyeux anniversaire. Elle a 1 an tout de ce qu'il plus. y a de bien, de le souhaitons. Voilà. Santé, Et j'ai succès. ma fille Josepha qui est ici, qui est stagiaire ici, qui a également 1 an de plus ce matin. Votre fille. Oui. Fille. Vous mettez... Non, c'est ma... Fille. Oui, fille avec... Non, c'est... Petit F. Vous connaissez ma fille Reine? Parmi Reine. mes enfants, Reine Gognemek, Oui. Sarah Rachel. La petite? Oui, la petite, Oui, c'est sa cousine. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc c'est ma fille. Non, c'est la vraie fille, ça nous Oui, rassure. c'est sa cousine. D'accord. Donc, Joyeux anniversaire. moi, je ne cache pas les noms. Si je sors avec toi, Viviane, je dis que je sors avec toi. Je ne t'ai pas encore demandé les choses. Non, pas encore. Bon, je ne vais pas demander, je te rassure. D'accord. Tu es la complice de l'une de mes épouses. Et puis tu es mon grand frère. Voilà, donc je ne vais pas te faire ça quand même. Non, ça serait pas bien. Donc, Joyeux anniversaire également à Josepha oh, d'accord. ce matin. Alors, la dénonciation de ce jour, elle est faite par un patron d'entreprise. Le patron d'entreprise a fait confiance à son comptable. Il n'a pas encore voulu qu'on révèle le nom, mais le comptable, c'est lui qui devait déclarer à la fois les impôts, qui devait payer la CNPS et tout le reste, comme ça se fait au Cameroun. Le patron a toujours eu des documents, on ne sait pas comment le comptable les a obtenus, mais il découvre à son corps défendant, il y a quelque temps, que le monsieur fabriquait tous ces documents. Il n'a jamais rien payé depuis au moins 4 ans. Oh là là. Voilà. Donc, c'est une action judiciaire qu'il a entreprise, mais en même temps, il a voulu attirer, en dénonçant, l'attention des autres chefs d'entreprise qui très souvent font totalement confiance à ceux qui sont chargés de gérer les finances en entreprise. Moi-même, quand il me l'a dit, je me suis dit, bon, les experts sont là, ils vont nous dire comment il a réussi à fabriquer les documents d'impôts. Pendant 4 ans en plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il n'a rien, alors, mais rien déclaré. Alors, le monsieur est un peu embarrassé parce que chaque fois que les impôts sont arrivés, son comptable a géré. C'est lui qui... Enfin, lui n'a jamais été interpellé d'une manière ou d'une autre par cet aspect-là. Aujourd'hui, il découvre que ni la CNPS, ni les impôts, rien n'a été payé depuis près de 4 ans. Ça, c'est un gros problème, hein, parce que, il faut le dire, toute entreprise devrait avoir des papiers parlant justement d'impôts. Donc, je récapitule, on a donc là un patron qui a fait confiance aveuglement, on va le dire ainsi, à son comptable et à qui il a toujours confié plusieurs missions, parmi lesquelles justement la déclaration des impôts, les papiers de la CNPS et tout, et qui se rend compte 4 ans après qu'aucun papier n'est réel, que rien n'a été fait. C'est un abus de confiance, mais bon... je ne serai pas celle-là, n'est-ce pas, qui va analyser cette situation. C'est une dénonciation qui pourrait concerner n'importe qui à la maison. Alors, je me retourne vers Zambo Joseph. Alors, vous avez écouté la dénonciation comme moi. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelle est l'analyse que vous en faites et surtout le conseil que vous pouvez donner à ce pauvre patron-là? Non, mais c'est un peu compliqué. Si on essaye de répondre objectivement, on risquerait de donner du tort aux chefs d'entreprise, mais en réalité, non. Parce que le secteur de la comptabilité est un secteur non seulement qui soit délicat, mais aussi très, très technique. Ce n'est pas un secteur que tout le monde pourrait comprendre le fonctionnement, même si on te remet des documents, qu'ils soient authentiques ou pas, tu te bases sur quoi? Sur un gros tableau Excel avec de multiples pages et tout, des formules compliquées et tout. Donc du coup, c'est possible que ça arrive à plusieurs personnes. Mais sachant déjà que c'est arrivé à ce monsieur et à d'autres personnes, je pense quand même que c'est pour ça qu'on fait souvent des sortes d'audits
Ou c'est pour ça que de temps en temps, parfois, il arrive qu'on fasse venir d'autres experts sur les plateaux, dans des entreprises pour essayer de vérifier ce nombre de choses en entreprise. C'est quand même un peu difficile que pendant 4 ans, on a une personne qui est en poste de responsabilité et qu'on n'ait pas un jour à faire venir une contre-expertise pour vérifier 2, 3, 4 choses, certains documents et tout. Je crois que c'est un peu ça, un peu la petite erreur du monsieur. Il a un peu trop fait confiance. Ouais. Donc vous pensez que chaque patron devrait maîtriser un tout petit peu le secteur dans lequel il s'engage? Bon, non, on ne peut pas tout maîtriser. Ça, c'est impossible. Il ne faut pas qu'on se mente. L'entreprise a énormément de départements relativement à sa grosseur. Et c'est impossible qu'on maîtrise tous les grands secteurs ou tous les grands pôles. Toute personne a au moins un secteur sur lequel elle est classée, mais on ne peut pas maîtriser la comptabilité, la ressource humaine, l'administration. On ne peut pas, tout le monde déjà être propriétaire d'une entreprise n'est pas une fonction. Mais relativement à ce que tu sais faire, tu auras une fonction, peut-être directeur général ou ceci, mais il faut bien maintenant employer d'autres professionnels ou d'autres experts pour d'autres pôles. C'est tout ça ensemble qui va faire avancer. Et c'est quoi le conseil que vous donnez aux patrons ce matin? Il faut au moins que tous les ans, qu'on puisse faire venir une contre-expertise qui arrive à l'entreprise et qui essaye de vérifier la bonne santé de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Ibrahim également, qui semble très affecté par la situation, peut-être parce qu'il se voit dans la peau du monsieur en tant que chef d'entreprise également. Alors, il faut dire que c'est une situation assez désagréable, c'est une dénonciation, il faut qu'on puisse en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, quand on recrute quelqu'un à la banque, Andrea, on prend un passage ou un recrutement peut-être à 3, 4, 5 étapes, où on étudie sa moralité. Parce qu'on sait que non, vraiment, c'est l'argent de l'entreprise. Et lorsqu'il y a l'argent de l'entreprise, normalement, le cœur de tout patron doit être là où il y a son argent. Parce que une entreprise, même la Bible dit que là où se trouvera le trésor d'un homme, là sera son cœur. Donc le cœur d'un entrepreneur, c'est d'abord là où il y a l'argent. Et quelqu'un qui est très conscient en tant qu'entrepreneur, c'est que les entrées et les sorties d'argent, le flux de trésorerie est la chose qui importe, qui permet au chef d'entreprise de savoir si je suis en bonne santé ou si je suis en mauvaise santé. Vous voyez, à la banque, lorsqu'on a fini d'interviewer, d'étudier psychologiquement quelqu'un, de faire des études de moralité et qu'on l'a pris et qu'elle est caissière, elle doit seulement recevoir l'argent et classer l'argent, on met quand même une banque là-haut comme mesure de dissuasion. Parce qu'on estime quand même que, même comme on dit qu'elle est intègre et elle a l'éthique morale, il faut quand même que si la pensée, l'idée de prendre et de mettre dans le sac arrive, qu'il y ait des mécanismes et des mesures qui ne l'encouragent pas à aller dans ce sens-là. Donc c'est la responsabilité d'un chef d'entreprise parce que l'argent, ça donne des idées aux gens. Et quand les gens ont des problèmes, ils peuvent penser à des rouages et à des façons de contenir les trésoreries des patrons. Donc, véritablement, il faudrait que les chefs d'entreprise mettent des mesures pour gérer ce genre de choses-là. L'autre chose que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, Dieu merci, c'est l'un des avantages de la digitalisation, parce qu'aujourd'hui, tu peux aller consulter l'état de paiement de tes impôts sur le site de la direction des impôts. Et ça, on n'a pas besoin d'entrer des codes assez particuliers. Il voit son comptable, il dit je veux le code d'impôt, je veux le numéro, etc. Lui-même étape, il vérifie si on a dit valider ou pas valider. Donc, quelque part, ce patron est fautif dans la mesure où il n'a pas véritablement un regard là-dessus. Et s'il avait même fait une formation en gestion de projet, il aurait su ce que Joseph disait tout à l'heure. On met un projet en place, on le planifie, on l'exécute, on suivi et on fait le suivi et le contrôle. Mais Ibrahim, quand on délègue quand même les tâches, on n'est plus censé avoir véritablement un regard. On fait confiance, on se dit, on attend le résultat. Donc, ce patron quand même n'allait pas encore se substituer en voilà, comptable, en chef service de ceci. Voilà, je pense. On peut penser ça, mais je ne suis pas trop sûr qu'il faudrait penser comme ça. André, je pense que vous avez peut-être un époux qui vous donne l'argent de ration par jour. Et lorsqu'il vous donne 5 000, c'est fini. Vous dites que demain c'est fini, il donne 10 000. C'est fini, il donne 15 000, c'est fini. Un jour vous demandez, vous faites comment pour finir 15 000 Parce qu'il peut sembler ne pas avoir un regard, mais il y a quand même un regard. Le patron, c'est un manager. Et je dis bien que là où il y a l'argent, là-bas, sa concentration doit y être. Je ne l'ai pas demandé d'être un expert en comptabilité. Moi, je ne suis pas un expert
en comptabilité. Mais il y a des prérequis et des éléments qu'il doit toujours vérifier et à mesure de base prendre les audits et contrôles tous les 6 mois pour vérifier que le comptable qui est là, eh ben, il fait bien son travail. Et même diversifier les experts d'audit et contrôle. Là, il faut dire que le comptable a quand même été stratégique parce qu'il est trop stratège. Il n'a pas détourné l'argent, non. Il a juste fait semblant d'aller payer. Non, mais c'est un détournement. Ouais, quand même. C'est un détournement, André. C'est un détournement. Il a été assez sage. Sage, malin. Il a fallu 4 ans. Malin. C'est-à-dire qu'il produit des documents, il duplique les choses, il acquiert les signatures et les autorisations des inspecteurs qui arrivent. Non, lui, là, il a élaboré tout un réseau pour faire. C'est un bon réseau, voilà. C'est ce que j'allais dire. Oui, Joseph, tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais ajouter un petit quelque chose. C'est qu'il y a une étape dans des, peut-être que monsieur Nimek m'écrit ça mieux, à la ressource humaine, on appelle souvent ça les entretiens professionnels. Après une certaine durée dans des entreprises, on entretient tous les employés d'une entreprise pour réévaluer les valeurs, les objectifs. Et c'est là aussi que, ce sont les experts qui le font dans l'entreprise, c'est là aussi qu'on essaie de voir si quelqu'un a changé un peu une donne. Parce qu'on peut recruter quelqu'un aujourd'hui, comme Ibrahim a dit, qui répond à tous les critères. Belle enquête de moralité. Tout, il est pur, tout est propre. Mais on dit la petite vient en mangeant ou bien la chèvre il fallait gérer, il a développé le système. La chèvre brute l'avait attachée. Donc du coup, les comportements peuvent se créer sur le cours de l'exécution. Maintenant, les entretiens professionnels sont donc faits à travers des experts, des psychologues et tu sais pas, il y a un panel qui se fait là-dessus. Et c'est là où on essaie de réévaluer si cette personne peut encore continuer. Après quelle durée? Bon, parfois c'est tous les ans, parfois c'est tous les 2 ans, ça dépend des entreprises. Même les 6 mois. Oui, parfois mais vous savez qu'il faut quand même quelque chose puisse attirer l'attention du patron, parce que si tout marche bien... Non, il y a problème, tout ne peut pas marcher. D'accord, merci beaucoup, merci pour vos avis d'experts. Et donc on va se retourner vers Blériot Nimek pour son analyse. On parle quand même d'une dénonciation assez importante ce matin. Oui, mais comme vous l'avez souligné, ce qui est marrant, ce qui est grave, c'est que le monsieur produisait les documents. Et vous faisiez bien de le faire remarquer. Il faut un élément qui déclenche votre suspicion. Qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui allait payer les impôts, qui viennent avec des documents? Alors, quand les documents sont là, chaque année, 4, ça fait... Quand les documents sont là, est-ce que vraiment le patron a vraiment le temps encore d'être... Bon, est-ce que tous ces patrons qui nous écoutent sont en train d'aller checker tous les droits, si les documents... Il faut qu'ils commencent à aller sur le site du ministère des Impôts. Il faut qu'ils commencent. C'est pour cela qu'on dit donc, qu'en entreprise, et je le disais hier, c'est pas la même chose, la confiance n'exclut pas la méfiance. Avec les habitudes, quand par exemple un employé se rend compte qu'il n'est pas contrôlé, il peut devenir quelqu'un de vicieux. Le contrôle, même s'il n'est pas profond, doit être dissuasif. On doit annoncer des contrôles d'entreprise de temps en temps. Surtout nous les Africains, les Camerounais, nous ne sommes pas habitués à être corrects si on n'est pas surveillé. Donc je dis à tous les autres patrons, un matin vous arrivez, vous dites, déposez tous les documents ici et faites venir les experts, on va voir ce qui se passe. Si vous le faites 1 ou 2 fois, vous voyez que vous mettez tout le monde dans la panique. C'est un peu comme un mari qui ne dit pas, qui dit toujours quand est-ce qu'il va rentrer, et un jour il rentre à l'improviste. Il ne faut pas que votre partenaire soit capable de dire que moi mon mari ne rentre jamais sans prévenir. Non, c'est pas bon. Non. Ou bien quand il m'a dit qu'il ne revient plus, il ne revient. Non, il faut savoir surprendre les gens. Tu as dit que bon, je ne reviens plus, tu reviens. Ça fait que l'autre personne ne peut pas s'installer dans les habitudes. C'est le genre de patron totalement déconnecté de son entreprise. Et la personne qui a assuré cette fonction-là a bien compris qu'il faudrait beaucoup de temps pour qu'on s'en aperçoive. Elle n'a même pas imaginé qu'on pourrait s'en apercevoir. Bon, à une occasion malheureuse, il a eu affaire à quelques agents de la CNPS et il a découvert que ce qu'on lui présentait, c'était de faux documents. Bon, on imagine comme on est au Cameroun, il y a des quartiers bizarres, des Bonamou Sadi. Peut-être qu'il est allé là-bas,
on a pris les documents de quelqu'un d'autre, des originaux d'une autre entreprise, on a fait les manipulations qu'il faut faire, mais voilà, sur le clavier, changer les noms, parce que vous savez que de ce côté-là, même les diplômes, vous pouvez avoir. J'ai d'ailleurs l'histoire d'un monsieur qui avait déposé un dossier pour un concours chez son oncle, il a mis le dossier, le diplôme de licence. Après vérification, son oncle l'appelle pour lui dire que non, c'est pas la licence, c'est le master qu'il faut. Il dit à son oncle, bon, j'arrive avec le master. Bon. Donc il a une sauce. Voilà. Et quelques temps après, voilà, il est arrivé avec le master. Dit que donc, moi, c'est... Non, il faut vérifier. Et là, pour l'employé, je crois qu'il faut le punir le plus sévèrement possible. Parce qu'il ne met pas seulement en mal l'entreprise et son fonctionnement, il met en mal l'avenir des autres employés qui cotisaient calmement ou qui savaient qu'ils cotisaient calmement leur CNPS. Vous savez le mal que ça fait de prendre la retraite et de constater qu'il n'y a rien de ce côté-là pour vous. Donc il faut le punir très sévèrement, très sévèrement. On a donné 104 ans d'emprisonnement ferme à quelqu'un d'autre qui avait 1000 salaires. À celui-ci, je crois que 50... 2600. Oui, je crois qu'à celui-ci... 50 ans d'emprisonnement ne lui ferait pas beaucoup de mal. Oh là là. Parce que c'est un crime en fait. Non, il ne faut pas prendre ça. C'est un crime. Vous êtes en train de tuer l'avenir d'autres personnes. Des gens travaillent, sont sûrs qu'on cotise leur argent à la CNPS. Un jour, vous allez à la retraite et vous constatez que vous n'avez rien. Et le bonhomme, lui, il a déjà disparu. Et il aurait pu partir comme ça. Il aurait pu, heureusement... Le prochain comptable, oui, c'est le patron qu'on allait maudire. Voilà, et voilà un autre aspect. Le prochain comptable aurait hérité d'une situation difficile. Voilà, sa responsabilité. Moi, je pense que c'est également l'occasion d'attirer l'attention des patrons, des chefs d'entreprise, voilà, sur ce petit laxisme qu'il y a souvent, parce que très souvent on se dit, bon, on est patron, on a recruté les bonnes personnes là où il faut, on n'a plus vraiment besoin, n'est-ce pas, de contrôler, d'être derrière avec le fouet. Parce que vous êtes censé être expert, vous êtes censé être, de maîtriser ce que vous faites. Bon, maintenant, c'est aussi ça. Parce que je pense que là, ça remet justement en question, voilà, ces patrons-là qui peut-être ne font pas dans ce qu'ils maîtrisent véritablement. Parce que, voilà, si moi je suis patron de mon entreprise et que à la base, peut-être j'ai fait des études en comptabilité, je saurais exactement à quel niveau on peut facilement me duper. Et voilà, je mettrais davantage un œil. J'ouvrirais grandement les yeux. Surtout, comme vous l'avez dit, c'est le cœur. Donc, voilà. Donc, on va sortir, voilà. Avec, oui, mais en tout cas, je crois que c'est compliqué de dire ça comme ça, parce que je répète encore, il y a tellement de pôles dans une entreprise et une arnaque peut se produire dans n'importe lequel des pôles. Donc, vous ne pouvez pas avoir une maîtrise complète de tous les services d'une entreprise, sauf les petites entreprises ou les entreprises unipersonnelles. Mais pour certaines entreprises de cette envergure-là, déjà, au Cameroun, rarement les entreprises dépassent une année. Mais si celle-là a fait 4 ans, ça signifie que c'est une bonne entreprise et qu'elle est sérieuse et qu'elle fait sûrement ancrer des revenus. Et enfin, on ne peut pas dire à un chef d'entreprise de tout maîtriser, mais de maîtriser le minimum. Voilà. Parce qu'après, il aurait jeté un coup de main sur les papiers. Si je ne sais pas comment le papier, où il y a le... On peut aller sur le site. On peut même vous en fournir des tonnes de documents, comme M. Emeka dit. Vous ne pouvez, même en lisant, c'est en français, vous lisez le... Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Donc, et puis, c'est pas... Il y a des choses que rarement on va penser en priorité d'aller vérifier. Je n'ai pas encore contrôlé le solde de l'entreprise. On a dit qu'on a fait entrer 5 millions. Est-ce qu'il y a 5 millions? Mais j'aurais du mal à aller regarder les minimums qu'on doit mettre à la CNPS. C'est compliqué, c'est les petites. Donc la personne jouait sur des failles, quoi. Il était quand même trop fort. Oui, on appelle ça les angles morts. Les angles morts. En tout cas, voilà, merci beaucoup. On a pu avoir les avis des experts sur notre plateau de notre consultant permanent. Mesdames, Messieurs, on va prendre cette fois-ci la page publicitaire et on se dit à tout de suite pour la suite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme.
vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernons et gouvernez. Ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun ». Du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement, alliant intérieur et extérieur, pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun, aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Et si ta solution venait de Masso Acte 5? J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette véhicule que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Les clients attendent en temps réel. La Masso ne ment pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivrons simplement nos valeurs africaines. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse, Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli,
Nitro HF. Et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, de la longévité. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. C'est l'instant analyse sur le plateau de Espace Miné. Il sera donc question pour nous, durant, mesdames et messieurs, cet échange, de pouvoir identifier ou alors aider les jeunes entrepreneurs à identifier les meilleurs secteurs rentables, justement ces secteurs-là qui pourraient nous permettre en certains moments, n'est-ce pas, d'être à un certain niveau, tout simplement. Mais pour mieux le faire, il faut déjà comprendre c'est quoi entreprendre, c'est quoi l'entrepreneuriat et peut-être également qu'est-ce qu'on entend par identification des secteurs clés. Beaucoup de questions justement qui pourront nous permettre de trouver quelques solutions qui pourront aider bien sûr ceux-là qui sont dans l'entrepreneuriat. Quels sont les bons secteurs rentables, n'est-ce pas, précisément au Cameroun? Comment identifier même ces opportunités, n'est-ce pas, très chers téléspectateurs? Et peut-être quel est le commerce le plus rentable au Cameroun puisque nous sommes au Cameroun? Très chers téléspectateurs, vous aurez également l'opportunité de pouvoir interagir en même temps que nous à travers le numéro de téléphone qui affiche au bas de votre petit écran, le 692 20 94 36. Vous pouvez réagir par message normaux ou via WhatsApp également. Nous allons lire toutes vos réactions. Peut-être avant
On va prendre quelques messages déjà pour planter le décor hein, et rassurer nos téléspectateurs que nous sommes ensemble. Alors, je pense premier message, bonjour le plateau. Moi, dans mon entreprise, j'ai eu le même problème depuis plus de 289 millions perdus. Pour le moment, on est en justice. Il faut qu'on se méfie de nos comptables Aminou Aladi de mairie. Vous pensez que peut-être que c'était une blague, voilà. Voilà, c'est grave, hein? Voilà. Lui, c'est très grave, de perdre 300 millions. C'est énorme quand même, c'est énorme. Parce qu'on n'est pas sûr que le comptable pourra même rembourser, parce qu'il ne gardait pas cet argent quelque part. Pas comme ça. Donc, il y a même des gens qui disent que c'est mieux qu'il aille en prison, quand il va sortir, il sera riche. Même quand il a l'argent. Il dit que si je... non, c'est mieux garder l'argent. Il dit que le nombre d'années là, je ne pouvais pas gagner l'argent si en prison. Il fait les calculs. Il dit qu'avec mon salaire, c'est mieux de travailler en prison, je vais sortir trouver l'argent. Il ne comprend même pas la leçon. Bon, de toutes les façons, voilà. Un autre message ce matin. Bonjour le plateau. Oui, c'est bien. Il faut porter plainte. Il faut mettre le gars en prison. Mais vous imaginez le temps et les dépenses que cela pourra encore vous pousser à faire. À un moment donné, il faut bien sévir. Bon, bien sévir, c'est quoi? Alors, je vais prendre ce message. Bonjour. Je ne crois pas à la petite histoire du monsieur avec la veste. Mais à moins, ses propos sont cohérents. Le monsieur avait la veste. Il y a la veste. Ah. On ne croit pas à votre histoire. Oh là là. Bonjour Viviane, Andrea. Très bonne émission, très belle analyse de tous vos panélistes ce matin. Merci. Pour ma part, l'homme en général ne peut pas vivre sans être contrôlé. Auquel cas, c'est la catastrophe. Nous avons toujours besoin de contrôle car c'est pour notre propre bien à nous. Et cela nous empêche de faire ressortir les petits démons qui sont enfouis en nous. En passant, vous êtes une très brillante présentatrice. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ces patrons prennent leurs responsabilités en main. Simon Marius Mba depuis Yaoundé. D'accord, merci beaucoup. Alors, je prends ce dernier message. Bonjour à tous. Ce cas de figure arrive à cause de l'inculture du chef d'entreprise. En 5 minutes, il se connecte juste pour son espace contribuable et il voit l'historique des déclarations synthétiques. Et pour la CNPS, chaque employé étant immatriculé devrait avoir son numéro d'immatriculation pour vérifier si ses cotisations sont faites. Ce sont les gens qui ne veulent pas connaître la vérité. Quand ils sont payés à la fin du mois et qu'ils peuvent aller s'asseoir au bar pour regarder les Swatini tabasser les lions. Ça va. Bonne suite d'émission. The Robert Dunkol Dongo. D'accord. On va pour le moment mettre un terme à la lecture des messages. On y reviendra. Continuez de nous écrire. On va s'intéresser à l'entrepreneuriat qui nous rassemble ici ce matin. Et naturellement, pour ouvrir, on va faire un premier tour de table, bien évidemment, avec nos experts sur le plateau. Alors, Joseph Zambo, vous savez, comme à l'école, très souvent, pour bien comprendre une thématique et arriver à aider ceux-là qui nous regardent, arriver à sortir les solutions, il est important de commencer par la définition des termes clés. Et je pense que ce matin, il est important que l'on puisse définir le terme entrepreneuriat en des mots terre à terre pour les Camerounais, voilà, qui nous regardent ce matin. Selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Et peut-être également définir l'identification des secteurs rentables. Qu'est-ce qu'on entend par identifier un secteur rentable? D'accord. Bon, déjà, pour faire trop simple, l'entrepreneuriat, ici, c'est l'action de mener une activité commerciale. Maintenant, après, il faut bien l'encadrer et puis la déclarer. Parce que la plupart des temps, on peut mener des actions d'une manière informelle et après, on se dit être entrepreneur. Ça, c'est aussi un problème parce que c'est pas encadré. Bon, maintenant, de l'autre côté, à la base, le Cameroun présente justement une très, très grosse diversité économique. Là, et puis, on a des très bonnes ressources naturelles, ce qui donne justement un champ d'action très large pour les investisseurs, les entrepreneurs et les hommes d'affaires. Aujourd'hui, maintenant, il faudrait que les gens comprennent que tous les secteurs d'activité peuvent être des secteurs clés et peuvent être rentables. Tous les secteurs. Oui, je dis bien tous les secteurs. Il y a des secteurs, par exemple, qu'on a du mal à penser.
Vous imaginez des gens qui produisent des papiers hygiéniques. Ce n'est pas des activités qu'on va mettre en premier plan si on dit qu'on va être un très grand entrepreneur. Mais vous n'imaginez pas combien de milliards peuvent entrer dans ce secteur. Les gens qui font du cure-dent là. Les gens pensent à de grosses choses toujours, mais il y a des secteurs d'activité qui, lorsqu'on te dit combien la personne gagne dedans, tu n'as pas idée. Mais ici, il est question justement de faire une très très belle étude de marché. C'est la première chose. Lorsque vous êtes un entrepreneur et que vous arrivez déjà dans un pays quelconque, il faut déjà bien maîtriser la situation économique de ce pays, les opportunités de ce pays, faire une très belle étude de marché, identifier les besoins, c'est-à-dire vous ne pouvez pas servir à la population quelque chose dont elle n'a pas besoin. C'est ça qu'on parle d'identifier les besoins. Un homme d'affaires, lorsqu'il s'assoit, il regarde qu'est-ce qui manque à ces gens. Et lui vous ramène ce qui vous manque. Maintenant, si je remarque que je suis dans une zone où les gens ont du mal à se ravitailler sur le pain, par exemple le pain, mais vous comprenez que si j'exerce une activité qui est liée à la production du pain, ça peut marcher. C'est simplement ça un entrepreneur. Il voit le besoin. Mais si c'est que le besoin même, vous ne le voyez pas. Parce que les gens ne peuvent pas aussi avoir besoin d'une chose dont ils ne savent pas. C'est en ce moment qu'on crée aussi le besoin. Parce qu'il y a une possibilité que le besoin soit réel, qu'il soit là. Il y a aussi une possibilité de créer le besoin chez les gens. Par exemple, avant l'avènement des ordinateurs portables, où voilà, les gens utilisaient la dactylographie pour saisir les documents et tout, bon, ils étaient à l'aise dans leur truc. Maintenant, quand vous vous ramenez un nouvel outil comme un ordinateur, c'est à vous de créer maintenant le besoin sur ces gens, parce que dans ce qu'ils font, eux, ils se sentent à l'aise. Donc, moi, pour moi, je dirais simplement que il y a certes des secteurs dont chaque pays a comme secteur clé. En Afrique, c'est des secteurs qui sont liés au sol. D'accord. Mais imaginez-vous donc que justement le manque que vous avez identifié ne cadre pas peut-être avec vos compétences acquises. Que faire dans ce cas? Non, on ne naît pas avec des compétences. On ne naît pas avec des compétences. Moi, je suis né avec quelles compétences? On se forme. C'est la qualité première d'un entrepreneur, savoir se former. Je sais qu'il manque, je prends le cas justement par exemple de la lingerie par exemple, il y a des villages où il faut se déplacer à des très longues distances pour pouvoir acheter des vêtements pour enfants, les babouches et autres. Mais moi je me rends compte que les gens ont ce besoin-là. Et moi qu'est-ce que je fais? Je commence donc à mener des études, faire des petites formations pour savoir comment m'approvisionner en vêtements, combien ça peut me coûter un ballot, le transport c'est comment, si je viens avec, quel serait le mode de paiement que je pourrais proposer à ces gens pour qu'ils s'en sortent relativement à ce qu'ils ont comme ressources financières. Mais vous faites une sorte d'analyse et si vous ne maîtrisez pas, vous partez vous former pour maîtriser ou au cas contraire, vous employez une personne qui lui il a la maîtrise. Bon, là, je parle d'une manière terre à terre sur des choses que tout le monde peut comprendre. Mais si on parle d'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on est sous le joug d'une entreprise, d'une association ou une organisation. En ce moment, il faut identifier dans la chose. Quand on l'a identifié, on cherche maintenant tous les éléments qui peuvent nous amener à porter dans le projet. Même les employés et tout, on déclare l'activité et après maintenant on l'amène et on va donc se mouvoir au fur et à mesure que nous allons exécuter l'activité. D'accord, merci beaucoup à Joseph Zambo pour votre premier point de vue. Alors, on a également notre expert, M. Ibrahim Maxime, qui est avec nous ce matin. Alors, on va peut-être s'intéresser, un tant soit peu, n'est-ce pas, au deuxième terme, l'identification des secteurs rentables. Parce que beaucoup ne savent pas véritablement comment choisir le bon secteur rentable. La plupart, justement, essayent de se dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que mon ami a fait et ça a marché. Et donc, moi aussi, je peux me lancer dans ça parce que j'ai aussi de l'argent en ce moment. Du coup, quelles sont les choses à prendre en compte pour pouvoir se lancer dans un secteur quelconque? D'accord, merci Andrea pour la question. Le mot secteur rentable, quels sont les secteurs qui sont rentables? Comme il a dit, ça dépend de deux paramètres. Ça dépend généralement de la demande et ça dépend de l'offre. C'est-à-dire que quelqu'un décide d'être entrepreneur. Tout à l'heure, on essayait de définir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Il me plaît souvent de préciser que l'entrepreneuriat, il y a un match aujourd'hui à 20h, consiste simplement à changer d'équipe.
J'explique souvent que aux États-Unis, il y a une étude qui a été réalisée qui parle du rapport 3%, 97%, qui fait comprendre qu'en fait 97% de la population sont des consommateurs et 3% sont des producteurs. Parce que depuis notre temps d'enfance, on nous a habitués à jouer dans l'équipe des consommateurs. Va acheter le pétrole, va acheter l'allumette, va acheter la bougie. On est habitué à acheter. Même sur ce plateau, la plupart de tout ce qui existe ici, on a acheté. On n'a pas été façonné dans l'esprit pour être un entrepreneur qui soit capable de produire. Or, l'argent ne va pas dans la main de celui qui achète, ça vient dans la main de celui qui reçoit. Et donc, il est question que les enseignements qu'on a reçus, qui formaient des consommateurs, des champions dans l'équipe de consommateurs, puissent être changés par une autre façon de penser pour qu'ils deviennent des producteurs. Maintenant que la jeunesse l'a compris et que l'État a compris, avec des statuts comme université, entreprise ou étudiant entrepreneur, et qu'il est important que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, ce qu'ils doivent d'abord se poser comme question, c'est « Ok, je sais faire ci, je sais faire ça, mais où est-ce qu'il y a un réel besoin ?» Les gens s'en foutent de savoir pourquoi est-ce que vous voulez devenir PDG. Les gens n'ont rien à savoir à faire du fait que ma mère est malade, c'est parce que je veux être PDG pour pouvoir s'occuper des problèmes de ma mère. Ils s'en foutent de ça. Ce qui intéresse les gens, c'est ce que vous pouvez faire pour eux. Aucun entrepreneur, je ne sais pas si on a fait ça, mais on l'a arrêté comme ça. Pourquoi tu veux devenir PDG? On s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu nous apportes. Et donc, quand tu veux entreprendre, il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je peux apporter pour répondre à un besoin spécifique. Tu observes donc un marché, et bien tu vas te rendre compte qu'ici on a besoin de ça, mais l'offre est très réduite. La première règle, c'est qu'on va dans les secteurs là où la demande est élevée, mais l'offre est réduite, mais également il y a une faible concurrence. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le commandement à l'entrée. C'est-à-dire que, là je parle pour la jeunesse, la plupart des jeunes n'ont pas d'argent pour commencer. Ok? Je dis des bêtises comme ça, si quelqu'un a 100, 200 millions, on dit avec 100 millions, on lance un salon de coiffure. Parce que j'ai constaté que... j'ai dit des bêtises. Hein. Non, c'est vraiment une bêtise. Voilà, j'ai dit des bêtises. C'est là que je vous dis souvent. Voilà. Non, on lance un truc où on coiffe les gens. Un salon de coiffure. Non. Moi, je dis des bêtises comme ça. On coiffe les gens. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui, n'ayant pas le travail, se lancent dans la coiffure. Sauf qu'il y a un piège à suivre son ami. Vous pouvez me poser la question, mon ami a fait ceci, je le suis. Il y a un piège. Si, je dirais des bêtises comme ça, hein, si avec 200 000 ou 100 000, on peut ouvrir un salon de coiffure, ça veut dire que tout le monde qui a 100 000 peut se lancer. Ce qui va se passer, c'est que lorsque tout le monde va se lancer dans l'activité du salon de coiffure, parce qu'ils estiment que c'est pas trop compliqué et qu'avec 100 000 on peut se lancer, c'est le secteur d'activité où tu étais à l'époque le seul à gérer, je dis des bêtises comme ça, 1000 clients, ben vous commencez à vous retrouver 15 à gérer 1000 clients. Parce que lorsque les barrières à l'entrée d'un business, lorsque vous voulez vous lancer dans un business, si vous vous rendez compte que les barrières à l'entrée pour lancer ce business-là sont faciles à franchir, n'allez pas là-bas. Parce que tout le monde peut y aller. Et quand tout le monde y va, ça devient que la circulation n'est plus fluide, il commence à y avoir des embouteillages. Et dès l'instant où il commence à y avoir des embouteillages, les entrées d'argent ne viennent plus comme vous avez prévu dès le départ que ça devait venir. Avant c'était 15, 20, 30 clients, ben maintenant c'est 2, 3. Gars, je ne sais plus ce qui se passe. Tu as choisi un mauvais secteur d'activité. Parce que tu as cru qu'en suivant comme Léon, avec ça on peut démarrer. Il ne suffit pas juste de choisir ou de décider, avec ceci, je peux faire ceci. Il faut encore poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que réellement je peux m'en sortir dans ce secteur-là? Est-ce que la concurrence là-bas ne va pas monter à un niveau assez intéressant? Donc, l'État va vous dire qu'il y a le secteur primaire, les activités du secteur secondaire, il y a les activités du secteur tertiaire, et tous ces secteurs-là, elle a besoin des gens. C'est ce que dit le rapport de la SND 30, la Stratégie nationale de développement 2020-2030. Elle cite les secteurs clés, mais ce sont des secteurs qui ne sont pas très facilement accessibles. Je vais chuter en disant ceci. Vous avez posé une autre question tout à l'heure en demandant, vous êtes journaliste et puis maintenant, est-ce que vous allez vous lancer dans l'agriculture? Est-ce que vous connaissez si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas pris ça à l'école, vous n'avez pas précédemment eu un poste dans le secteur et puis vous venez vous lancer juste parce que là, il y a un manque, parce que vous avez identifié un problème. Est-ce que c'est pas un piège également? Piège, si c'est le secteur là qui est ouvert et qui est rentable, je vous y encourage. Mais je vous encourage en vous rassurant et en vous demandant d'aller vous former au préalable. Un chef d'entreprise a minimum 3 familles de compétences. S'il n'a pas ça, il va lire. D'accord. Les premières familles de compétences, c'est ce qu'on appelle les compétences techniques. C'est-à-dire que c'est des compétences qui sont liées au corps du métier que tu fais.
Tu ne peux pas me dire que tu es chef de projet, tu ne connais pas élaborer un plan de développement ou une stratégie de développement de projet, ou élaborer un calendrier de projet. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas faire ça. Tu peux pas me dire que tu es journaliste et puis que tu ne sais pas faire un reportage. Ça ne sonne pas. Ce sont des compétences qui sont techniques et qui sont liées au corps de métier où tu pars. Donc si tu vas en agriculture, rassure-toi de récupérer les compétences techniques ici à ce secteur d'activité-là. Au moins les bases. Les bases. Ouais. Ensuite, la deuxième famille des compétences, c'est les compétences professionnelles. Et les compétences techniques-là, elles ne jouent qu'avec un rapport de 30% sur la productivité que ça peut créer. Les compétences professionnelles, c'est des gens, malheureusement au Cameroun, on n'est pas trop professionnels. On a parfois des génies qui sont très bons, qui font un très bon boulot, mais qui ne sont pas professionnels du tout. Des gens qui n'aiment jamais rédiger le rapport, renvoyer les rapports. Les gens qui n'arrivent pas à l'heure, ils sont très forts, mais ils ne sont pas professionnels. Et pour s'en sortir, il faut développer un certain niveau de professionnalisme. Et ça ne joue qu'à hauteur de 30% pour la réalisation de votre vision. Et maintenant, il y a un dernier type de compétences qu'on appelle les compétences interpersonnelles. Là-bas, on retrouve le leadership, l'écoute, la communication, l'éthique, le savoir, la négociation, etc. Si vous n'avez pas ces habilités-là, formez-vous dans ce secteur avant de commencer. C'était mon conseil. D'accord. Il faut se former dans un secteur avant de commencer si on n'a pas, n'est-ce pas, les capacités requises. Maintenant, justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner cela? Est-ce qu'il faut automatiquement, est-ce que c'est capital, n'est-ce pas, voilà, mesdames et messieurs, d'identifier les secteurs rentables avant, n'est-ce pas, de se lancer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dire à un moment donné, ben voilà, j'ai peut-être ma mère, j'ai peut-être mon père qui a fait dans ce secteur et qui pourra tout simplement m'appuyer, m'encadrer dans ce domaine. Je me retourne donc là vers Blériot Niémé, qui également est un chef d'entreprise, un grand entrepreneur, on va le dire comme ça, même si aujourd'hui il est là dans le cadre justement de, dans sa casquette, on va le dire ainsi, de consultant. Blériot Niémé, on parle d'entrepreneuriat ce matin. Alors, c'est vrai que c'est un champ assez large, mais la question que moi je me pose, voilà, à votre niveau, c'est de savoir, est-ce que c'est capital donc de toujours prendre la peine d'identifier d'abord? Ou alors on peut se dire, j'ai de l'argent, j'aime faire ceci, je suis passionné par ceci, je me lance. La passion va me guider et la passion m'aidera à atteindre le sommet. Ok, les risques que peut prendre le pauvre qui n'a pas d'autre soutien ne sont pas les mêmes risques que peut prendre un enfant de bourse qui veut juste se faire plaisir. Je veux dire que vous pouvez prendre ce genre de risque, de dire je vais commencer, on verra ce que ça va donner. Si vous avez d'autres ressources qui pourraient vous aider le moment venu. Si vous êtes financé par quelqu'un, d'ailleurs ceux qui sont souvent poussés par d'autres pour faire de l'entrepreneuriat, aiment prendre des risques inconsidérés. Mais si vous comptez sur vos efforts personnels, je parle de l'analyse d'Ibrahim, je dis on peut aller dans un secteur facile, mais il faut y aller avec l'idée de ne pas y durer. Vous comprenez? Lorsque je lance l'activité de forage en Vogada, il y a un grave problème d'eau. Mais je sais déjà que, le problème va être résolu. L'État ne peut pas laisser tout Yaoundé sans eau. Et surtout un quartier cru. Donc ça va s'arrêter. À l'époque, le forage donnait 30 000 la journée dans le secteur. Si tu budgétises, si j'avais budgétisé ça en me disant que non, j'aurais 30 000 tous les jours, aujourd'hui, le même forage au même lieu donne 850. Il n'a pas été déplacé. La demande a été résorbée autrement. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit que cet argent-là devait créer une autre activité le moment venu. Exactement. Qui allait suppléer. Parce qu'il faut donc savoir, si vous lancez le premier un salon de coiffure ou la vente des beignets, vous voyez que ça marche facilement. Sachez que quelqu'un d'autre aura l'idée de lancer un salon de coiffure, une vente de beignets dans le même secteur. Dans le même peut-être. C'est pour ça qu'il y a souvent la sorcellerie. Tu viens dire, tu as versé les remèdes devant mon commerce. Non. Ça, et peut-être le second qui viendra après vous sera quelqu'un qui venait de manger les beignets chez vous, qui a vu quelques insuffisances qu'il va améliorer dans sa vente de beignets et ainsi il va vous prendre une bonne partie de la clientèle. Vous devez non seulement vous améliorer en termes de qualité de service, mais vous devez prévoir de sortir d'une activité lorsqu'elle devient encombrée. Sortir. Oui, c'est-à-dire que c'est ça la mutation.
Aujourd'hui, j'ai une boutique. Pas fermée, mais peut-être changer d'activité. Non, vous la laissez progressivement. Elle ne devient plus votre activité principale. Mais les ressources qu'elle a pu vous donner dans un temps donné, vous perdez. Parce que si vous insistez dans cette activité, vous allez rouler. Il faut donc être capable de migrer. Je dis aux chercheurs d'emploi qui ont eu des diplômes, c'est l'État qui devait faire ça, mais comme l'État ne fait pas ça, continuez de vous former, ne choisissez pas les secteurs de formation. C'est-à-dire que si vous avez fini l'école, ou vous avez obtenu une licence en LMF, vous voyez un type qui forme dans la fabrication des hannetons, allez faire. Allez faire. Vous voyez, vous êtes rendu compte que votre niveau en anglais était très faible, allez vous former en anglais. Même si pour le moment vous n'avez pas dit. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire de cet anglais-là. Vous ne savez pas conduire. Ce qui est une catastrophe. Regardez comment les Africains, les Camerounais, nous sommes attardés. En Europe, 17 ans, 18 ans au plus tard, tout le monde doit conduire. En Afrique, vous savez ce qu'on vous dit? Moi, ma voiture, là, viendra d'où? Pour que je conduise. Donc, si quelqu'un n'a pas l'assurance qu'il aura un véhicule, il n'apprend pas à conduire. Alors que c'est un besoin. Quand un jeune vient me dire que je cherche un emploi, je dis, mon frère, est-ce que j'ai un emploi? Mais je lui pose, tu sais conduire? Non. 80, 90, 95% des jeunes qui sont venus vers moi m'ont répondu qu'ils ne savent pas conduire. Waouh! Mais tu ne sais pas conduire, tu fais ça comment? Tu fais comment pour ne pas savoir conduire? On vous dit qu'ils n'ont pas de véhicule. Ah ben, ce n'est pas ça l'excuse. Quand j'ai appris à conduire en Vogada, étant dans, je ne savais, parce que je me disais quand même que tous les mécaniciens là n'ont pas de voiture. Pourquoi eux ils conduisent? Pourquoi ils conduisent? Peut-être parce qu'ils font dans... non, je me suis dit que mon temps libre, j'ai commencé déjà par... Et on a tous... Parce que la pauvreté a ceci de particulier qu'il y a toujours des solutions palliatives. Dans les conditions de pauvreté, un ami accepte de vous dire que mets juste le carburant, je t'enseigne la conduite. Il faut se former sans cesse. C'est toi, tu n'as pas vocation à devenir agriculteur, mais tu vois un oncle qui fait dans l'ananas, va te former. Va te former. Tu auras suffisamment de champs d'action le moment venu. Tu pourras diversifier. Mais lorsque on t'amène, toi tu sais faire quoi? Hein, j'ai eu ma licence en sciences économiques. Oui, c'est très beau. Et après, tu sais faire quoi? Ce que je vois, qu'est-ce que tu vois? Non, tu ne verras pas. Ce que je ne vois pas. Alors, il faut, pour être donc capable de découvrir même des secteurs porteurs. Je vous ai dit quelque chose en passant comme ça, vous n'avez pas prêté. J'ai parlé des hannetons. Mais c'est passé. Mais je parle de quelque chose que je connais. Le jeune lui m'a dit, les hannetons même c'est quoi? Le FOS. C'est le FOS. Est-ce que vous savez que vous démarrez donc avec un 200 000, une activité de FOS? Vous savez combien coûte le kilo de FOS actuellement? Vous qui êtes une bonne... Le FOS c'est le verbe là. C'est 10 000. Peut-être 10 000. À nous, quand nous allons au restaurant... Oui, le kilo. Non, je ne parle pas du tout. Le verre c'est 1500, 2000... Alors, le verre c'est dans les 2000 francs. Le verre de FOS. C'est quand même peu. Vous voyez ça? Et vous, pour atteindre le kilo, vous savez ce qu'il faut? Non. Vous savez le bénéfice que vous avez dans le FOS? Vous ne pouvez même pas imaginer. Quelqu'un a 200 000 francs, il mène l'activité de FOS et il fait de 100 000 francs de bénéfice par mois. Vous pensez c'est peu d'argent? Non, mais c'est pas peu. C'est un poste de travail, n'est-ce pas? Les gens au bureau n'ont pas ça. Bon, je le dis comme ça, peut-être que les gens vont se lancer demain, mais vous allez dans la plupart des restaurants traditionnels, le FOS manque. Mais est-ce qu'on produit local? On devrait pouvoir le produire localement. Comment je le sais? Comment vous faites pour, à l'heure du digital, être encore quelqu'un qui ne sait pas ouvrir un ordinateur? Parce qu'il y en a encore beaucoup. Ça, c'est très grave. Quand ils font leur CV, ils mentent. Ils disent connaissances moyennes en Excel, Word. Et tout ce qu'ils te disent là, c'est des mensonges. Tout ce qui est moyen. D'ailleurs, ils ont même dit que anglais, expression et écriture, moyen. Quand tu vois seulement moyen, c'est que c'est vrai. Alors, vous ne vous formez pas. Comment les opportunités, vous les verrez? Quand vous êtes formé, dès qu'on se met à parler de quelque chose, comment pasteurise-t-on les jus? Vous allez dans le secteur où je suis, l'ananas. La plupart de ceux qui font l'ananas veulent le vendre en fruits. Mais est-ce qu'il est plus rentable vendu en fruits que plutôt vendu? Non. Alors, autre chose, je sors par là, Viviane Andrea.
Hier, nos parents plantaient, ils cultivaient, par exemple, on cultive l'ananas, on attend. On cultive en mars, avril, on attend. Un jour, ça va donner. Aujourd'hui, nous mettons des produits qui sont des formes d'engrais, mais nous faisons autre chose dans l'ananas, on appelle l'hormonage. La particularité avec l'hormonage, c'est que l'hormonage détermine la période à laquelle tu vas récolter les fruits. Et c'est toi-même qui décides donc à quel moment tu hormones tes fruits, parce que tu as regardé le climat. Pourquoi récolter l'ananas quand c'est la période des pluies? C'est bête. Les gens l'ont... Calcule la période du Ramadan comme maintenant. Les frères musulmans, tu vas voir que c'est des camions et des camions qui vont dans le nord, ainsi de suite. Calcule les périodes de chaleur. Donc, toutes ces choses-là, vous voyez que l'entrepreneuriat demande aussi l'intelligence des situations. Exactement. Donc voilà, l'entrepreneuriat demande aussi l'intelligence des situations. Il faut donc se faire former, voilà, dans plusieurs domaines, même si on n'a pas encore d'issue, même si on ne voit pas où est-ce que cela pourra nous mener dans le futur. Il faut accumuler les compétences, ne sait-on jamais. Maintenant, à côté, il faut se dire, voilà, d'autres n'ayant pas de moyens, même pour se former, voudraient peut-être passer par des petits sondages, rencontrer des experts, se faire accompagner tout simplement. Est-ce que cela ne peut pas quand même aider déjà un entrepreneur à se lancer? Non, au Cameroun, personne ne va apprendre. Tout le monde veut travailler. Tout le monde veut travailler. Oui, oui. Moi, j'ai personnellement reçu des centaines de jeunes dans mon entreprise et la plupart qui viennent, c'est pour me demander du travail. Et la meilleure question, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Et voilà, Master 2 en histoire, géographie. Je refuse pas, c'est très important d'avoir les diplômes. Moi, on ne peut pas vous employer sans les diplômes. Mais c'est aussi un problème, non, au niveau des choix déjà des filières, parce qu'on est peut-être mal orienté dès la base. Il y a quelque chose, moi je connais cette partie parce que j'ai aussi une société dans le voyage. Et il y a ce qu'on appelle le projet d'études et ce qu'on appelle le projet professionnel. Ça, c'est pour parler des choix des filières. Lorsque tu maîtrises ton projet professionnel, tu ajustes ton projet d'études. On ne choisit pas une filière pour choisir. Moi, personnellement, j'ai fait des études d'électricité pour faire plaisir à mon papa parce qu'il voulait un fils ingénieur. Mais ça ne m'aide en rien parce que je n'ai jamais été passionné. Tu n'as pas voulu développer... Non, sur les questions des filières, comme je suis sur le plateau, je préfère... J'ai souvent entendu des choses sur les filières. Toutes les filières en fac se valent. On va à l'université camerounaise pour la fonction publique en premier. Toutes les filières en fac se valent. Et là, je parle d'autorité. Quand on lance le concours de l'EMIA, on veut une licence, que ce soit en géographie, en histoire, en philosophie. On veut juste niveau licence. Pareil, à l'ENAM, en dehors de la filière de la magistrature, l'ENAM accueille toutes les autres licences en géographie à l'université. L'école de police, pour être commissaire de police, c'est avoir une licence. On ne dit pas qu'avoir une licence en tel. Je veux dire que pour la plupart des concours, les licences se valent. Ce n'est pas là le problème. Maintenant, quand vous allez à l'école normale, ça commence à spécifier. Ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on a fini de faire une filière, tout le monde a des problèmes. Les gars qui font droit, tous calculaient l'ENAM, non? Mais ce qu'ils n'avaient pas eu comme idée, c'est qu'ils ne seraient pas les seuls à faire le concours de l'ENAM. C'est-à-dire Ngouaekele viendrait faire l'ENAM. J'ai plein de camarades de philosophie qui sont sous-préfets et autres, moi, aujourd'hui. Alors, ceux qui sont allés en droit se disant que l'ENAM leur était réservé, n'ont pas vu le nombre de places qui étaient limitées à l'ENAM. Le nombre de candidats. Il faut dire que le vrai problème du Cameroun, c'est qu'il y a une grosse production de diplômés qui est en inadéquation avec les places disponibles. Quelles que soient les filières que vous choisissez, l'État du Cameroun ne pourra pas vous donner de l'emploi. On a 300 à 350 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, nous tendons déjà vers 1 million d'étudiants. Oui, 1 million d'étudiants. Ça veut dire que même si vous tous... Il n'y a pas équilibre. Il n'y a pas équilibre. D'accord. Alors, on va prendre quelques messages, si vous le voulez bien, très chers panélistes. On reviendra avec vous. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Très bonne émission. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'avoir des motos en circulation fait partie de l'entrepreneuriat? Merci, Omer Abomo. Si, bien sûr. C'est le Lazare, non? Mais c'est même un entrepreneur. C'est un entrepreneur dans les logistiques et transports. Il faut maintenant...
Il a même plus d'argent qu'un fonctionnaire. Il doit maintenant bien s'organiser. Comment il recrute ses mototaximans, comment il les encadre, comment il perçoit son salaire. Il doit avoir de l'énergie. Parce que pour aller attendre les mototaximans, là, il doit venir faire le versement. Ce n'est pas facile. Hein. Pour leur dire de garer la moto, parce qu'il va toujours te dire que venir garer chez toi là-bas, c'est dur le matin, c'est loin pour revenir prendre. Alors qu'il donne ta moto à quelqu'un d'autre pour toute la nuit. Donc, il y a le relais. Voilà, tu vois, c'est un travail. Ouais. J'ai rencontré une dame qui a les taxis, qui est devenue folle. Parce qu'elle cherche ses taximans dans la ville. Donc c'est pas évident. Je voudrais peut-être aussi ajouter, c'est pas simplement parce que tu as acheté des motos que tu les mets en circulation que c'est déjà une activité entrepreneuriale. Il faut l'encadrer. Il faut déclarer ça, comme Ibrahim a dit, c'est une activité qui entre dans le transport. Donc, il faut mettre en place une entreprise de transport. Et puis, justement, vous avez parlé d'études de marché. Est-ce que, justement, vous avez vos motos, vous avez besoin d'aller d'abord faire une étude de marché? Non, je ne suis plus à ce niveau. Je ne suis plus à ce niveau. Je dis juste que quand on parle, quand on parle d'une activité entrepreneuriale, c'est qu'au-delà du fait d'exécuter, il faut aussi l'encadrer. Ça signifie qu'il faut déclarer. Parce que si une activité n'est pas déclarée, elle n'est pas une activité entrepreneuriale. Il faut qu'elle soit, c'est l'étape sine qua non, il faut que ce soit déclaré avec un statut juridique. C'est là où c'est déjà une entreprise. Mais du moment où tu as tes 10 motos, tu les mets dehors là, vous faites vos choses là, ce n'est pas encore une activité entrepreneuriale. D'accord, on a Ibrahim. Oui, est-ce que vraiment il faut une étude de marché pour les motos? Oui. Oui. Je dis bien oui. Et il a dit encore oui. Oui, 3 fois oui. 3 fois oui même. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui ne font qu'acheter les motos. Même les taxis. Si quelqu'un s'arrêtait un instant pour regarder le secteur des mototaximans. Si la livraison, le versement c'est 4 000 ou 3 500, 5 000 la journée. Quelque chose, 5 000, 6 et 5 000 la journée. Ça dépend de l'état de la moto. Voilà, donc supposons que c'est une bonne moto, il vient de se lancer, il a acheté ses motos, il a au moins 150 000 francs le mois, en restant chez lui. Mais maintenant, est-ce qu'il ne peut pas essayer de se différencier de la masse qui achète la moto, qui se tient au carrefour là, et qui attend les 100 francs? Si moi j'étais motoman, j'allais par exemple ouvrir, ou si j'ai des motos, j'allais ouvrir une entreprise qui font dans la logistique ou le déplacement. Dans la ville de Douala, j'y étais il n'y a pas 72 heures, mais pour quitter d'un point A à un point B, la moto circule. Le taxi, je suis calé sur place pendant 3 heures. Si j'ai besoin de livrer un repas, c'est la moto qui circule. Je peux donc ouvrir, acheter des motos, aller m'entendre avec des entreprises qui font dans la livraison des produits et être leur homme de livraison. Je peux acheter des motos et me dire, bon, comme il y a un problème d'insécurité aujourd'hui, comme il y a un problème d'embouteillage, parce qu'il n'y a pas assez de routes, il y a de plus en plus de véhicules, même les parents ont du mal à amener leurs enfants à l'école, mais ils ne peuvent pas simplement prendre leur enfant et donner un motoband comme ça. Il faut au moins qu'ils connaissent le monsieur en question, qui a l'ensemble des préliminaires, qui l'encourage à dire que bon, c'est toi qui viens prendre mes enfants le matin et tu les emmènes le soir, à la fin du mois tu as 25-30 000. Il signe peut-être il signe comme ça. Et là comme ça il travaille avec des parents d'élèves, il travaille avec des entreprises, il travaille avec des sociétés qui livrent ou déposent simplement des courriers et il a l'argent. D'accord. Ok, on va prendre un autre message si vous le voulez bien. Vraiment Viviane, Andrea, votre panel de ce matin, c'est du haut niveau. Chapeau. Pour ma part, j'ai une licence en sciences politiques. J'ai été formée en assurance et j'ai un diplôme en secrétariat. Dans n'importe quelle entreprise où je travaille, lorsque je passe l'entretien, je dis toujours à mes patrons que mon but, c'est d'ouvrir ma propre structure plus tard. Voilà pourquoi je travaille pas seulement pour un salaire, mais j'apprends le management d'une entreprise et j'apprends toutes les branches liées à mon secteur afin que demain je puisse être un employeur quasi complet. En passant, j'ai eu la chance de servir Monsieur Nyemek à 2 reprises au château Waikele et c'est quelqu'un de sympa, bien des choses. Simon Marius Mba. D'accord. Andrea, si tu me permets d'ajouter quelque chose à la suite de ce que Blaireau avait dit tout à l'heure, que tous les diplômes se valent. Et comme aujourd'hui on change de paradigme avec la dimension université, entreprise et puis étudiant, entrepreneur, la question que chaque étudiant devrait se poser, c'est comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent à partir de ce que je sais? Comment est-ce que je convertis le savoir savant en un savoir qui a une valeur économique? On va prendre une histoire comme ça, un sociologue, je fais quoi? Mais vous connaissez les gens. Un sociologue, il étudie le comportement de la société, il observe les tendances, il fait des veilles, il est à mesure de proposer un discours à un politicien qui va frapper la masse. C'est parce qu'il a étudié le comportement, les besoins, les attentes des gens et puis leur façon de penser. Leur donner le temps qu'ils doivent employer, les mots qui vont faire en sorte que son discours commence à jaser et que tout le monde... C'est les sociologues qui font ça. On est à une ère électorale où des députés, des sous-préfets, ils veulent faire des discours. Il y a tellement d'opportunités. Je reste convaincu
que dès l'instant où chacun parvient à répondre à la question de savoir comment est-ce que je peux gagner de l'argent avec ce que je sais, il trouvera une issue. Magnifique. Alors, on prend notre message pour la suite. Bonjour à vous sur le plateau. Identifier les secteurs d'activité et rentables au Cameroun nécessite une analyse des besoins locaux. Message supprimé pendant que je suis en pleine lecture. D'accord, un autre message ce matin. Bonjour, pour identifier les secteurs rentables au Cameroun, cibler des besoins essentiels, par exemple dans l'agroalimentaire, une unité de transformation de manioc en gari ou une production de jus naturel peut être lucrative. Dans l'énergie renouvelable, l'installation des kits solaires en zone rurale offre un fort potentiel. Le numérique et la fintech sont en plein essor avec des opportunités dans le e-commerce ou les solutions de microcrédit mobile. Le BTP et l'immobilier restent attractifs avec la construction de logements sociaux ou des services de rénovation. Pour le transport et la logistique, un service de livraison express par moto peut répondre à la demande urbaine, comme vous le disiez tout à l'heure. En éducation et formation, proposer des formations pratiques en maintenance industrielle ou en informatique est pertinent. Côté santé et bien-être, une clinique mobile pour des zones enclavées est une solution rentable. Enfin, le tourisme et les loisirs peuvent être développés et organisant des circuits vers des nombreux sites naturels du Cameroun. Chaque projet doit s'appuyer sur une étude de marché, une analyse concurrentielle et un modèle économique viable. Monsieur Tchalla Assieni, Yvon Ayandi, il nous écrit. Alors, on a un téléspectateur ici qui dit « Salut à vous, 100 000 peut faire quel genre d'entrepreneuriat rentable ?» Sieni, Yvon Adriano depuis Kaili. C'est une consultation. Il faut payer. Ça, c'est une consultation, il faut payer. Alors, bonjour, Espace Miné, s'il vous plaît, comment est-ce qu'on fait pour définir le salaire des employés en fonction des bénéfices que je me fais? Merci. Comment est-ce qu'on fait pour définir le salaire des employés en fonction des bénéfices, en restant juste? C'est une autre consultation. C'est une très belle consultation. Je serais heureux. Il sera heureux. Alors, bonjour Info TV. Juste une petite question. Pour ceux qui ont créé des petites entreprises et les légaliser depuis 4 ans aujourd'hui, on fait comment pour avoir des financements pour acheter le matériel? C'est Wilfried depuis Douala. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que la question des financements, elle est permanente. Elle est perpétuelle. Tout le monde aimerait recevoir du financement. Même moi, je veux recevoir du financement. Mais ce n'est pas pour autant que le financement arrive. Il faut d'abord, premièrement, se mettre dans une mentalité ou un état d'esprit de « il faudrait que je sois capable de transformer mes 100 000 en 200 000, mes 200 000 en 400 000, mes 400 000 en 1 million. » Et je prends le processus. Si maintenant, je parviens à développer mon entreprise à un niveau qui permet de la coter, je dis des bêtises comme ça, en bourse, parce que j'observais, pour pouvoir coter une entreprise en bourse, il faudrait qu'elle soit au moins une SA. Mais avant qu'elle soit une SA, il y a tout un parcours qu'il faudrait pouvoir présenter et démontrer que son entreprise est viable. Donc, comptez d'abord sur vous-même, ce que vous pouvez faire avant de vous attendre à ce que les autres vous donnent des ressources. Si ce que vous faites est très bien fait et que ça marche, ça ne sera pas toujours vous qui serez en train de poursuivre les gens pour dire « investis dans mon affaire ». Les gens vont se demander « est-ce qu'on peut investir dans ton affaire ?» Parce qu'on voit premièrement que non seulement depuis que tu te lances avec le peu, ça ne fait que prendre et tu gères bien. Et il y a une forme de traçabilité avec les entrées et les sorties d'argent. On voit que ça marche. Et donc là, on se fie à quelqu'un qui a quelque chose de concret. Souvent dans les financements, on n'aime pas les financements parce qu'il y a toujours une phase de prototypage. La plupart des jeunes ont des très grands projets. Moi, je suis un rêveur et j'aime les rêveurs. J'ai des grandes visions et des très grandes visions. Mais après avoir eu la très grande vision, là, il faut passer à l'action avec le peu de ressources le très peu de ressources que je dispose actuellement. Et vous lancez le prototypage, on a besoin de voir. Les investisseurs ont besoin de voir. On reconnaît un arbre à son fruit. Il faut que tu nous montres le fruit que tu produis et la qualité. Et puis là, on va commencer à penser à étendre sa production. Ils ont les CV. Il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans la commercialisation des produits de beauté. Qu'est-ce que vous en pensez entre les toilettes, savons, voilà. On a aujourd'hui des thés, minceurs, on a aujourd'hui des collagènes. On a beaucoup de produits là que les femmes mettent en avant. Je pense que c'est rentable. Le problème de cette activité est sur un premier point, c'est que elles ne vendent pas leurs produits. C'est-à-dire elles n'utilisent pas ce qu'elles vendent. Oui, non, elles ne vendent pas leurs propres produits. C'est pas elles qui produisent ce qu'elles vendent. Oui. Non seulement c'est pas elles qui produisent, mais ces produits ne les appartiennent pas.
C'est-à-dire, elles partent dans une boutique, ou chez une qui a eu le courage d'en acheter. Maintenant, tu vas voir sur 40 statuts, c'est les mêmes images qui sont... Maintenant, si on a dit à la maison, mec, c'est 3500, elle peut mettre 4000 ou 4500. Or, on a dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les projets scalables. Comme Ibrahim a dit, on peut quitter de 100 000 pour 200 000. Vous pouvez simplement acheter une seule perruque. Une seule. Je sais qu'il y en a même pour 5 000. Il y en a même pour 10, voire jusqu'à 1 million. Des perruques, oui, c'est pas. Oui, il y en a à tous les prix. À tous les prix. C'est juste la qualité qui voilà. Vous pouvez commencer par une seule. Si votre argent ne peut qu'acheter une seule, parce qu'il faut toujours un départ, vous pouvez avoir une seule perruque. Maintenant, WhatsApp que nous avons là, c'est un outil commercial. C'est une plateforme qui peut servir aussi pour le business. On ne prend pas les contacts des gens uniquement pour dire du bonjour, bonsoir à tout le monde. Les statuts. On doit même se regarder les statuts. Mais les statuts n'ont pas pour but de mettre les vidéos de X et de Y qui dansent, qui s'amusent. Ce n'est pas seulement ça la fonction des statuts WhatsApp. Aussi, WhatsApp, c'est aussi une plateforme commerciale où vous pouvez mettre donc votre seule perruque que vous avez achetée. Vous essayez de faire une belle présentation, une belle photo et vous vendez cette perruque. Si vous l'avez achetée par exemple à 10 000 et que vous réussissez pour cette fois à vendre peut-être à 20 000, c'est un exemple. Vous pouvez en acheter maintenant deux. Et c'est comme ça que très progressivement, vous pouvez arriver à en avoir toute une boutique. Moi, j'accompagne une fille aujourd'hui qui a une très grosse boutique de vente des perruques. Maintenant, il faut être propriétaire de son produit pour se dire que tu es quand même dans une activité sérieuse. Parce que si tu fais de l'intermédiation, ça signifie que tu prends le courtage commercial, tu prends le produit de quelqu'un d'autre, ça peut te servir pour un départ. Mais il y a certaines filles qui demeurent dans ça. C'est-à-dire ça fait 5 ans qu'elles ne vendent que des produits de gens. Tu mets ton bénéfice au-dessus. Oui. Et ça, c'est des petites miettes. Ça ne t'appartient pas. Et à tout moment, on peut te casser. Parce que moi, j'ai travaillé avec une personne où je faisais du courtage pour son activité. Tellement je vendais et que j'ai ajouté beaucoup du bénéfice, elle a bloqué la source. Je ne vais plus vendre mes produits. Je ne peux pas produire, tu vends plus que moi. Est-ce qu'elle est obligée d'être au courant du bénéfice? Non, à un moment donné, même les gens qui nous écrivaient pour venir vendre, c'était ces gens. Donc, c'est pour venir enquêter. Oui, et elle se rend compte que j'ai acheté un truc à 45 000, je suis à 75 000. Comment? Oh, si moi j'ai une bonne politique commerciale, j'ai des bons arguments, et que j'ai mes clients qui peuvent acheter, je le fais. Donc moi, je pense que pour ce cas, et deuxième chose, les gens ont toujours peur de prendre les numéros. Vous faites une activité de e-commerce. Vous avez peur de donner vos numéros aux gens. Il y a un numéro de service que vous pouvez avoir. Et encore, les gens mélangent le numéro privé et le numéro commercial. Les gars, donnez votre numéro aux gens parce que tous ces gens sont des potentiels clients. Et cela vous constitue votre base de données et vous proposez vos services maintenant en statut WhatsApp. Ça, c'est pour des filles qui font ça. Et après, il faut déclarer. Le commerce électronique reste quelque chose de très intéressant. De toutes les façons, à côté même de cela, il y en a aujourd'hui qui arrivent à gagner de l'argent uniquement en étant présents sur les réseaux. Ça veut dire, vous monétisez vos pages, vous faites des vidéos, en tout cas, vous avez beaucoup de contenu. Et après, on vous paye. Donc voilà, ça également, je pense que ça passe. Alors, je vais prendre encore quelques réactions pour essayer de répondre aux besoins des téléspectateurs. Bonjour, selon moi, le meilleur business au Cameroun, c'est la commercialisation des produits de beauté pour femmes. Ok, message lu, je crois que je viens de le lire. Bonjour, Info TV, s'il vous plaît, comment résoudre le problème de l'exigence d'une expérience professionnelle de la part des chefs d'entreprise qui n'offrent pas toujours des stages, mais qui ont besoin des employés en 3 ans, voire 4 ans d'expérience? Je crois que pour avoir une expérience après une formation professionnelle, il faut bien commencer quelque part. Rodrigue depuis Médingui. Je vais répondre il faut répondre aux histoires. Je vais me tenir premièrement dans la position du recruteur et puis je vais me tenir dans la position du demandeur d'emploi. La première chose que vous devez savoir, c'est que lorsqu'un employeur prend son argent et il met dans une affaire, c'est pour que ça ne produise pas, pour que son argent parte sans qu'il n'atteigne son objectif. Et souvent, on se dit, ok, quand tu te lances dans le milieu professionnel, vu que tu n'es pas né avec ça, les premières années, tu vas commettre des petites erreurs parce que tu es encore en train d'apprendre. Lui, il ne veut pas que tu viennes commettre des petites erreurs sur son argent. Les erreurs de débutants. C'est pour ça que le gars lui te dit que pendant, je veux 3 années d'expérience. C'est toi qui dois pouvoir lui démontrer que tu as ça ou que tu n'as pas ça. Maintenant, ça, c'est d'un don. Moi, je ne veux pas en vouloir un chef d'entreprise parce qu'il a dit qu'il veut 3 années d'expérience. Il veut sécuriser son investissement. Il est dans son droit. Parce qu'il a investi quand même. Il a investi et puis c'est son argent. Voilà. Et maintenant, je me tiens du côté de demandeur.
Les demandeurs d'emploi. Oui, qui vient de sortir de l'école et qui n'a pas encore 3 années d'expérience. Lorsqu'on n'a pas 3 années d'expérience, j'aime à le dire, on réalise quelque chose. C'est-à-dire quoi réaliser? Je disais, Andrea, que on reconnaît un arbre à son fruit. C'est un préliminaire de discernement. C'est-à-dire que si je vous vois et que vous me dites, c'est moi qui ai fait ça, qui ai réalisé ça, je vois en vous la capacité de réaliser des choses. Je peux miser sur un jeune qui est créatif et qui a la capacité de réaliser des choses. Le mémoire plein avec la thèse de 360 pages, ça ne me dit pas que toi tu peux faire quelque chose. Non, ça ne me montre rien. Est-ce que dans le fait de la vie, tu as pu prendre quelqu'un là, tu as fait ça ou tu as mis ceci, tu as géré ceci, on a vu ce que ça a donné. C'est ce que je vais payer. Parce que là, je vais payer une énergie nouvelle, une créativité, une autre façon de penser, un autre dynamisme, même si je sais qu'en milieu professionnel, tu n'as pas encore d'expérience. Je te prends et je te laisse à côté de quelqu'un qui a une expérience professionnelle confirmée et ensemble, on a un meilleur résultat. Il faut proposer quelque chose. Il ne faut pas aller, comme je n'ai pas 3 années d'expérience, vraiment, ils doivent m'accepter. Ils viennent d'abord comment? Non, c'est là-bas qu'il faut commencer. Moi, je les ai tellement nombreux là. Ces jeunes-là qui sont sortis de l'école hier, là, c'est-à-dire zéro expérience professionnelle. 850 000 de salaire. Ils ne connaissent même pas déjà ce que c'est que le travail pratique. C'est-à-dire, ils ont des diplômes, ils n'ont jamais travaillé dans des conditions de travail. Jamais. Et il faut qu'ils comprennent que la déontologie du travail n'est pas résumée uniquement sur la connaissance du travail. Il y a aussi d'autres éléments qui entrent comme la ponctualité, la bonne communication en entreprise, le comportement en entreprise. Il y a beaucoup d'actions qui entrent. Deuxième chose, prévision salariale. Ces enfants-là coûtent cher. Tu prends un enfant qui n'a jamais travaillé un seul jour dans une entreprise, il te dit que vraiment, lui peut commencer à 300 000. Quelle est votre prévision? Oui, commencer à 300 000. Et il t'exige le matériel. Je veux un téléphone de service, je veux un ordinateur. De la connexion tous les mois. Oui, parce qu'à l'école, je sais pas, on les a dit que quand tu sors comptable, tu es directement cadre. Donc, dès que tu arrives dans une entreprise, directement, tu es cadre, tu as tout. Bon, après, on dit qu'il faut se vendre cher aussi. Vends-toi cher quand tu sais ce que tu vends. Tu vends. Pas les diplômes. Non, ça, c'est pas ça. Deuxième chose encore qui est pire, c'est que ces enfants-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas l'intention d'apprendre, ils connaissent. Ils maîtrisent. On commence à discuter avec toi lors de l'entretien. Moi, mon entreprise que j'ai créée, ça fait 10 ans aujourd'hui. Toi, tu viens demander le travail aujourd'hui et tu veux même apprendre même mon métier plus que moi-même. Me dire que, monsieur, vraiment, vous verrez, vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. D'accord. Voilà. Alors, Blériot, est-ce que tu penses que la mauvaise identification, n'est-ce pas, d'un secteur rentable peut donc créer la chute de son entreprise? Bien évidemment. C'est pour cela que le concept d'étude de marché revient. Vous n'êtes peut-être pas, nous ne sommes souvent pas capables de la faire, cette étude du marché, mais il faut la faire faire. Si vous identifiez, j'aime être pratique. Le quartier dans lequel j'ai grandi, où je suis né, voyez Mvogada, vous connaissez Mvogada. Quand vous êtes à la mobile Mvogada, il y a une route qui descend pour aller au marché Mvogada. On appelle en bas Kolewi, marché des poulets. Oui, pour aller, pour aller au marché des poulets. Oui, c'est pas un Kolewi, c'est une autre route. Alors, cette route-là, c'est la route principale de Mvogada. Si vous réussissez à avoir un commerce sur cette route-là, il peut passer. C'est-à-dire, si vous ouvrez un salon de coiffure, là. Si vous ouvrez un salon de coiffure sur la route qui va vers le dispensaire Mvogada en descendant, qui sort derrière l'autre pharmacie, Poukaré. Maintenant, si vous décalez de cette route-là pour aller vers Mombo, vous voyez la route qui descend, Poubelle Bar. Là-bas, le restaurant ne doit pas dépasser, le plat du restaurant ne doit pas dépasser 500. À 600, on n'achète plus. Si tu ouvres ton salon de coiffure sur cette autre route et que dans ton salon on coiffe à 1000 francs, tu ne verras personne. Il s'agit d'une mentalité d'un groupe. Il y a des gens qui estiment qu'ils sont des gars petits et qu'ils doivent dépenser peu. Si tu ouvres donc quelque chose de VIP, je sors de ce cadre. Justement. Si dans un établissement supérieur, une université technique ou autre, vous allez ouvrir un restaurant avec plat du prix 5 000, vous vendrez à qui? Vous pouvez avoir tout le luxe. Non, vous ne vendrez pas. Ouais, bah, après, les clients pourront aussi venir d'ailleurs. Non, malheureusement. C'est donc ça. C'est ce qu'ils se disent souvent. Non, ils se trompent. L'étude de marché consiste à voir l'environnement immédiat et non pas à imaginer des choses. Qu'on ira dire aux clients que dans notre université, il y a un très beau restaurant. Est-ce que vous pouvez y aller? Est-ce que vous-même, les étudiants de cette université, vous allez dans ce restaurant? Donc,
qu'est-ce que l'étudiant peut dépenser par jour pour son repas? Vous cadrez votre restaurant avec ce luxe-là. Ce qu'on vous demande en premier, c'est la propreté. Vous regardez le secret de nos frères sénégalais, les restaurants sénégalais. Quelle est la limite des prix? C'est vraiment 2000, 2500. Hein. 1500, c'est quand c'est cher. Allez voir l'affluence. Le Camerounais n'aime pas dépenser beaucoup. De plus, ils ont dépenser petit, mais tous les jours. Tous les jours. Ouais. Ils ont rendu leurs environnements plus propres. Vous avez observé. Oui. Ce n'est plus. Il y a des ventilateurs, il y a des miroirs. Alors ça te donne l'impression d'être dans le luxe. Les gens viennent même draguer leurs copines là. Leurs copines. On n'est plus obligé d'aller au Sopra. Il faut rester fidèle à ses copines. Non. Les nouvelles copines. Non, je parle des nouvelles. Il faut aider aussi les nouvelles. Donc, quand vous faites cette étude, c'est des Sénégalais qui sont venus faire ça chez nous, n'est-ce pas? Oui. Ça marche. Mais est-ce que c'est radical? Moi, je connais quand même des personnes qui se sont lancées sans passer par l'étude de marché, forcément, mais qui tiennent, qui sont. Qui n'ont pas fait dans le temps, ils sont. Vous pensez qu'ils tiennent ou ils tiennent? Non. Parce qu'ils sont toujours ouverts. Quand ça donne, puis on non. Il y a des gens qui peuvent faire une étude du marché qui ne soit pas formelle. Oui, lui n'a pas été à l'école. Oui. Il ne connaît pas vos techniques là. Il regarde seulement comme ça en marchant. Il dit que non, ici dans la zone, s'il manque telle chose. C'est une étude de marché. Elle n'est pas formelle, mais si elle répond à un besoin réel, elle va... Donc, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réorienter en fonction des difficultés pour avoir des difficultés justement avoir l'étude de marché également? Il y a des experts là qui taxent des études de marché. Hein, c'est un autre coût. Bon, là, oui, bien évidemment, comme dans toute autre chose, si vous voulez construire une maison et que vous voulez être en sécurité, vous prenez un architecte, n'est-ce pas? Il va vous... Mais vous pouvez aussi décider que, bon, vous-même, vous allez orienter la forme de votre maison, vous allez dire que... En ayant un minimum de connaissances. J'ai déjà vu une maison penchée comme ça, vous allez sur Pinterest, par exemple, pour chercher des beaux modèles. Voilà. Donc, vous pouvez faire de cette façon-là, mais pour être professionnel, aborder les gens, présenter vos difficultés. Je crois que certains sont capables d'ajuster les prix. Même les avocats ne pratiquent pas les mêmes prix avec tout le monde. Et c'est clair. Et même, je vais poursuivre dans cette tendance-là pour dire que l'étude de marché, elle est continuelle. Ce n'est pas une opération qu'on fait exclusivement quand on veut commencer. J'ai vu ça avec Orange. Orange, quand j'étais encore étudiant à l'extrême nord, ils avaient inventé le forfait Walla. Walla, en foufoulé, ça veut dire Yapa. Parce que quand tu arrives parce qu'il parlait de la dimension communautaire avec les secteurs, quand tu arrives à l'extrême nord, les gars, voilà t'aider. Il n'y a pas l'argent. L'argent, là, il n'y a pas. On n'a pas beaucoup d'argent ici. Ici, là, on est pauvre. Et donc, ils ont pris un nom, voilà, il n'y a pas l'argent. Et ils ont dit, OK, il y a un forfait, avec 100 francs, vous pouvez taper le code de voilà, vous avez 1500 et vous appelez vos gens. Et voilà a été le concept donc qu'ils ont introduit à l'extrême nord qui permettait à tous les étudiants de communiquer et de passer des coups de fil. C'est une nature de marché qui s'est poursuivie dans le temps. Donc, il faut toujours la spécifier en fonction de la communauté ou des lieux où on veut prendre un marché. D'accord, Ibrahim. Alors, est-ce que tu penses que c'est du jour au lendemain qu'on arrive à ressentir l'impact d'avoir fait une bonne orientation, ou alors il faut quand même un certain nombre de temps? C'est vrai que pour toujours cette histoire de choix de secteur rentable, le choix de secteur rentable ne dépend pas simplement de la demande ou de l'offre ou du fait qu'il y ait une demande élevée et une offre réduite, mais elle dépend également de votre capacité de lecture du marché ou d'anticipation. Mais qu'est-ce qui vous prouve à un moment donné que là j'ai fait le bon choix, j'ai été bien orienté et que voilà, qu'est-ce qui vous prouve, vous basez sur quoi pour vous dire j'ai véritablement une bonne orientation, j'ai véritablement fait un bon choix, le secteur dans lequel je me retrouve était véritablement le bon secteur rentable? Non, il y a des indicateurs, Andrea, il y a des indicateurs. Par exemple, on parle toujours de la question d'études de marché. Lorsque vous voulez vous attaquer à un secteur, il y a l'Institut national de la statistique qui fait des enquêtes et des études par secteur, qui vous donne des tendances, qui peut vous montrer que là, ceci est en train de prendre, ceci n'est pas en train de prendre. Vous avez une observation globale de la population qui est en train de croître, vous voyez le besoin en nutrition, le besoin en infrastructure, le besoin en plein de choses, et il y a des indicateurs qui vous permettent quand même de dire que, sauf si un tonnerre sort du ciel, il frappe 10 millions de Camerounais, quand même les Camerounais doivent manger. Donc par conséquent, je vais me lancer dans cette activité parce qu'il y aura toujours de la demande pour ça. D'accord. De toute façon, on comprend donc que pour atteindre le seuil de la concurrence, il faudrait quand même attendre un certain nombre de temps.
Le seuil de la concurrence, qu'est-ce que vous entendez par seuil de la concurrence? Se sentir parmi, voilà, si vous êtes dans un domaine précis, par exemple, vous faites dans quoi, la gastronomie, qu'on puisse vous compter parmi les meilleurs. Non, mais là, il faudrait que vous soyez hyper performant. Si on doit vous compter parmi les meilleurs, il faut que vous soyez hyper performant, il faut que vous plombez vos concurrents. Il faut qu'on trouve chez vous ce qu'on ne trouve pas chez les autres. Et ça prend du temps pour être établi. D'accord. Alors, Joseph, quel conseil est-ce que vous donnerez à un jeune entrepreneur qui a l'impression, après peut-être 2 ans, que ça ne marche pas, qui s'est trompé du secteur? Est-ce qu'il faudrait fermer? Est-ce qu'il faudrait quand même essayer encore? Quel est le conseil que vous donnerez à un jeune entrepreneur qui se retrouve dans cette situation? Jusqu'à 2 ans pour se poser encore des questions si on va fermer? Parce qu'après, on regarde l'investissement, on regarde peut-être le local qu'on a eu à travailler, voilà, on a mis des fonds, on regarde le matériel, on regarde les salaires qu'on a payés, on regarde aussi qu'est-ce que les gens vont dire. Et du coup, quel conseil? Non, d'une manière simple, moi j'ai quelqu'un comme ça, je lui dirais, tu achètes les services de mon cabinet, on vient faire une sorte d'audit et on va te trouver les problèmes. Mais d'une manière un peu plus claire, je dirais que une entreprise doit s'actualiser, savoir s'actualiser. Si une entreprise 2 ans plus tard, vous trouvez que ça peine à faire des choses comme vous avez besoin, ça signifie qu'il y a un besoin de s'optimiser, il y a un besoin de revoir vos méthodes, il y a un besoin de réactualiser vos études de marché. Vous avez besoin de réanalyser certaines situations. Oui, monsieur Nima. Non, moi je crois qu'il y a une réalité. Viviane André a posé une question et elle-même fuit la réponse. Je vais vous prendre le secteur des salons de coiffure VIP, surtout les secteurs féminins. Il faut éviter l'illusion de faux entrepreneurs qui a entraîné beaucoup d'entrepreneurs véritables à l'échec. Quelqu'un vous présente son salon de coiffure et prétend que ça lui donne 2 millions le mois. Et prétend. Oui, il ment. Donc, il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Il a ses activités. Le salon de coiffure n'est qu'un cache-sexe. Oui, une entreprise écran. C'est une entreprise écran. Parce que vous venez vous tenir là, vous ne voyez pas ces clients-là qui payent cette affaire, qui va faire le bénéfice de 2 millions. Ou vous allez faire les soins, vous vous rendez compte un samedi que vous avez été 3 dans le salon de coiffure à faire les soins. Vous avez même payé 17 000, comme j'ai... Oui, mais si nous sommes seulement 3 un samedi, alors la personne prétend qu'elle fait un bénéfice de 2 millions. Et une autre personne se dit, ah oui, je vais lancer un salon de coiffure VIP. Vous lancez dans un salon de coiffure où vous mettez une dizaine de millions pour pouvoir faire 2 millions. Vous voyez que cette illusion de réussite vous a trompé. Il faut toujours aller enquêter quand on veut lancer une activité. Quand je vous parle d'agriculture, beaucoup, quand ils vont faire les études de marché, là, certains ne sont pas sérieux. Ils veulent toujours que les chiffres de rentabilité soient très bons. Ils te disent que quand tu vas vendre un hectare de manioc va te donner 2 millions. Mais on mange le manioc là à qui? Va vérifier. Parce que si un hectare de manioc me donne 2 millions, 5 hectares de manioc, c'est 10 millions. Oh ben non, tu es tout à... Quand tu finis de produire, lui n'est plus là. Tu l'appelles, tu lui dis que je veux vendre le manioc. Il te dit, mais cherchez les clients. On te dit que non, donne-nous le manioc là. Tu commences à vendre l'hectare à 500 000. Tu te rends compte que non! Il m'a... Donc, n'écoutez pas les chiffres illusoires. Il faut connaître la réalité. Comment se vend un produit? Quelle est la rentabilité d'un secteur avant de s'y lancer? Les gens ont par exemple des cercles vicieux où un groupe de lesbiennes se réunissent pour faire des cotisations. Elles vous mentent que c'est le salon de coiffure. Elles sont nombreuses là à Yaoundé. Oui, ben, bien sûr. Je loue une maison. Bon, je ne vais pas identifier les gens. Donc vous allez... vous allez vous engouffrer dans l'affaire. Et comme vous ne l'êtes pas, parce que je sais que vous ne l'êtes pas, alors les gens de cette affaire ne viendront pas chez vous. Elles ne viendront pas, même si dans votre salon de coiffure, les soins sont... C'est le luxe. Il y a des salons, par exemple, qui veulent les PD au Cameroun. Alors, il faut avoir un coiffeur PD pour que les autres PD viennent. Il y a les SINA qui veulent les PD. Donc, si tu n'as pas un PD à ta disposition pour attirer les PD, tu te retrouves avec ton SINA. Il n'y a personne. Tu vois le SINAC d'en face. Il y a des gens. Tu crois que c'est le nouveau Mbati, la nouvelle magie, c'est ça? C'est-à-dire qu'il faut être avec eux. Donc si toi, là-bas même si tu vends le monkey,
sans publicité, à 40 000. Chez les pédés, on vend à 100 000. Les gars vont là-bas. Et tu ne comprends rien. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Ça, c'est des réalités que l'étude de marché ne va pas te dire. Exactement. Il faut les comprendre. D'accord. Voilà, merci beaucoup. On va encore prendre quelques réactions. Hein. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Samuel Franqui depuis Bitam. Pour la question qui a été donnée, je pense que je peux identifier les secteurs rentables en se tenant compte de la demande du marché, de la concurrence à des coûts de production. D'accord, on va prendre d'autres messages. Et voilà, bonjour ma fille. Bonjour, monsieur numéro à Blériot Niemek. Alors, bonjour. En ce qui concerne les détournements dans ces entreprises, voilà, on est passé sur la dénonciation. Merci. Un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Belle thématique. Seulement, je voudrais savoir, surtout à M. Blériot Niemek, si l'entrepreneuriat n'a pas besoin d'une dimension mystique, car certains voisins de la concurrence ne vendent pas de manière naturelle. C'est M. Mbida, depuis Mokolo. Mais si tu veux ressembler à ceux qui vendent de manière mystique, moi, ce que je sais du commerce, c'est que tous ceux qui ont fait ça mystiquement ont fini par chuter. Maintenant, nous sommes africains, il faut bien protéger, entre guillemets, votre commerce du mauvais œil. Soit par la prière pour ceux qui sont chrétiens, soit par autre chose pour ceux qui sont animistes, ainsi. Je dis protéger du mauvais œil. Dans mon village, on faisait même des choses. Vous voyez, quelqu'un, il va au champ, il attache les fausses choses avec le tissu rouge pour dire qu'il a blindé le champ. Les gens ont peur d'aller voler. Peut-être qu'il n'a rien fait. Voilà. Bon, maintenant, il y en avait qui faisaient vraiment. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, le panel. Les stagiaires vont apprendre comment, lorsqu'ils arrivent dans vos entreprises, vous les convertissez en coursiers. Ce sont eux qui achètent le héros pour vous faire, ce sont eux qui vous font le transfert, qui expédient vos colis à vos familles à longueur de journée, alors que personne n'est avec 3 ou 4 ans ou 5 ans d'expérience. Donnez la chance aux jeunes de se former lorsque vous les prenez dans vos entreprises. Même vous, quelqu'un vous a fait confiance, vous qui parlez avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, Gabriel Desoir. Si celui-ci cherche l'emploi, il n'aura jamais. Jamais. Je ne vais jamais l'embaucher. Effectivement. J'avais fait une sortie dans une autre émission. Les gens commencent, on ne fait pas attendre un demandeur d'emploi et autres. Non, nous avons des réalités. Chez nous, là, quand tu es stagiaire, tu es garçon ou fille de course. Aussi. D'accord. Si tu ne veux pas l'être, tu pars dans l'entreprise de ton père. Tu pars attendre là-bas. Tu ouvres ta part. Oh là là, bonjour Andrea, le thème est très édifiant, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, merci à vous Info TV. Ayo, Nadine Ebolova. Bonjour à vous sur le plateau, très bon thème choisi. J'aimerais savoir comment peut-on évaluer la maturité d'un secteur et déterminer si elle est prête pour l'entrée de nouveaux acteurs. Alpha depuis Douala. C'est-à-dire quoi? L'actionnariat? Non, lui est trop intelligent. Un peu trop intelligent. Mais en même temps, sa question a un pan très simple. Hein. Oui. C'est-à-dire que comment on fait pour identifier qu'on doit déjà se lancer dans un secteur? Arrêtez-vous sur 2 éléments. Est-ce qu'on a besoin de ça là-bas? Est-ce que ce qu'il apporte, c'est insuffisant? Si l'offre est toujours insuffisante, vous avez encore de la place. D'accord. Bonjour madame, besoin du contact de monsieur Ibrahim Maxime pour certaines orientations dans la recherche d'un stage académique professionnel pour mon petit frère ingénieur en fin de formation à l'UNSMV, voilà, de Kaélé. Merci, c'est François Détudy. Tu peux donner à la télévision. Vous pouvez donner un contact, hein. Je crois que vos services sont demandés. Je crois que, heureusement, j'ai un numéro commercial aujourd'hui. C'est le 670 670 05 92 21. 21, on peut répéter. 670 05 92 21. D'accord, merci beaucoup. Bonjour maman, moi c'est Julia depuis Douala. J'aimerais savoir comment faire son analyse personnelle. Analyse personnelle. Ça veut dire quoi, analyse personnelle? Analyse personnelle. De quoi? Un bilan, je ne sais pas, concernant son entreprise. Toutes les façons, voilà, prière de formuler pour qu'on puisse véritablement répondre voilà, aux soucis. Donc, on rappelle quand même que ce soir, on a les Lions indomptables qui jouent à 20h, n'est-ce pas, contre la Libye. Est-ce qu'on peut avoir un petit pronostic, les gars? Parce que je vais voir la rediffusion. Ça fait moins de stress. Ibrahim. Alors, Cameroun-Libye, je suis très optimiste. Mais alors très optimiste, si on peut même le donner 3-1, ça sera bon. 3 1. Pourquoi vous aimez bien attribuer un but à la partie adverse? Vous savez, il ne faut pas... L'adversaire, s'il arrive jusque-là, il n'est pas quand même nul. Il va quand même essayer de réagir
et il faudrait lui accorder au moins cela. D'accord. L'équipe libyenne qui est donc arrivée hier, lundi à 1h du matin et qui semble très prête, hein, très en forme. Alors Blériot, quel est ton pronostic ce matin? Non, mais il faut préciser que les Lions ont fait une sortie hier. Hein. Oui. Ils ont demandé qu'on laisse l'assistant du coach se mettre au banc avec Mounouga, qu'il soit avec Marc Brice. Je crois que nous autres, nous allons surfer sur ça. Si les autres empêchent que ce monsieur soit avec Marc Brice, nous allons leur attribuer le résultat s'il est mauvais. Voilà, donc nous allons dire que c'est eux. Donc c'est vous. Et j'avais déjà signalé ici que les gens iraient huer Marc Brice, non, et Onana. Ça a commencé aux entraînements. Bon, je ne sais pas si les autorités ont déjà pris les mesures, parce qu'il faut ramasser les badauds là et aller les jeter là où ils doivent être jetés. Hein. C'est pas ça l'emploi qu'on leur a trouvé. D'accord. Que d'aller huer Marc Brice, la brocante. Alors que vous vivez, vous n'arrivez même pas à acheter la brocante chez vous, parce que c'est la brocante qui est bien au Cameroun. Vous fabriquez quoi pour refuser la brocante? D'accord. Quelqu'un dit que n'ayez pas peur de dire qu'on en encaisse tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on met toujours le 1 là. Mais on en encaisse tous les jours. Onana est le gardien camerounais qui a joué dans les clubs les plus élevés. Il n'y a pas son semblable. Actuellement, c'est le patron, le grand maître de l'équipe nationale. C'est à prendre ou à laisser, c'est le chef. Bon. Il fait la pluie et le beau temps. Tu n'es pas content, tu pars te pendre. Alors c'est sur ce qu'on va mettre un terme à cette belle émission. Merci à nos chers invités, M. Ibrahim, Maxime qui était là, merci. Merci à Joseph Zombo d'être passé. Merci à notre consultant de tous les temps, Pierre Blériot-Niemek. Merci à vous, à la maison, très chers téléspectateurs, à l'équipe également qui nous a accompagnés, constituée de Ben Valls, de Célestin Tomo, et puis on a Bébé juste derrière les caméras. Il nous a accompagnés ici même en studio. Tout est bien qui finit bien. Mesdames, Messieurs, on va vous laisser en compagnie de nos programmes sur la télévision de proximité et du vivre ensemble. Et on se donne rendez-vous ce soir, 20h précise, au stade Omnisport de Yaoundé pour ce match que tout le monde attend. Bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun et on va dire vivement la victoire. À demain, c'est plaît à Dieu pour la 3e sortie de la semaine. Au revoir.